Bénin. Je le répète une fois encore, bonjour le Bénin, citoyens d'ici et d'ailleurs. En cette semaine où la féerie des fêtes, on va dire, emplit nos maisons, emplit nos cœurs, eh bien, nous vous accueillons avec la grandeur et la bonne humeur qu'il faut ce matin, bien entendu, avec toute l'énergie aussi. Merci d'être avec nous ici une fois encore. Nous allons bien entendu éveiller vos sens. Nous allons aussi chatouiller vos oreilles, pourquoi pas, aussi esquisser ce sourire complice qui illumine déjà votre journée, je l'imagine bien. Ce qui est sûr par ici sur Bonjour le Bénin, nous sommes au taquet pour vous servir. Alors, que vous dire? Sinon, préparez-vous à vivre, on va dire, un moment joyeux, un moment pétillant, un moment enchanteur, car le meilleur du Bénin ici commence bien entendu. Alors aujourd'hui, nous plongeons, chers amis téléspectateurs, ensemble dans l'ambiance magique des fêtes avec un sujet qui nous concerne tous, les cadeaux de Noël. Faut-il offrir obligatoirement? Est-ce une douce tradition à transmettre ou une pression sociale insidieuse? Comment choisir des présents qui font réellement plaisir, qui touchent et surprennent? Pour démêler le vrai du faux, notre invité du jour nous révélera toutes les clés pour faire de vos cadeaux un vrai moment de joie et pas un casse-tête. Mais Noël, vous le savez, ce n'est pas que les cadeaux, c'est aussi se régaler tout en prenant soin de soi. Pour cela, nous recevons un nutritionniste qui nous parlera des repas sains à privilégier pour nos fêtes afin d'allier plaisir, équilibre et gourmandise sans, bien entendu, culpabilité. Et parce que la magie des fêtes passe aussi par le talent et l'excellence, nous vous emmènerons au cœur du festival Miss et Mister Intellectuel, un rendez-vous où beauté, intelligence et créativité se rencontrent pour célébrer des jeunes qui font briller le Bénin. Le promoteur est des nôtres ce matin. Bien sûr, il y a l'incontournable actualité politique qui ne sera pas du reste ce matin. Et donc, dans l'entretien politique, nous recevons Hassan Seibou. Il est le président du groupe parlementaire Bloc républicain. Il sera avec nous pour décrypter le discours sur l'état de la nation du président Patrice Talon. Que révèle ce discours sur le Bénin d'aujourd'hui et de demain? Quels enseignements tirer pour les citoyens et les acteurs politiques? Restez avec nous, chers amis téléspectateurs, pour en savoir un peu plus. Bon matin à vous. Allez, ne boudez surtout pas votre plaisir. Ça commence maintenant avec l'information, la riche, la vraie et la variée. Madame, Monsieur, bonjour. C'est une adresse qui résonne comme un testament politique selon les mots du président de l'Assemblée nationale. Ce 23 décembre, le président de la République, Patrice Talon, s'est présenté devant les députés pour livrer son message sur l'état de la nation, le tout dernier. Un exercice républicain qu'il accomplit pour la 10e fois. Et au-delà du rituel, le discours bilan teinté de projection et d'émotion s'est voulu court pour à la fin un stand d'innovation dans l'hémicycle. Retour ici sur une parole de fin de cycle avec Marcella Rossi. Pour la 10e fois et pour la dernière, devant les députés, Patrice Talon livre son message sur l'état de la nation. Un rituel républicain devenu ce jour un moment d'histoire. Il est 10 heures pile. Dans la solennité de l'hémicycle, le président de l'Assemblée nationale conduit le chef de l'État. Tout semble sur le protocole jusqu'à l'inattendu. À la surprise générale, un député entonne l'hymne national. L'instant suspend la salle. En fait, le président de l'Assemblée s'apprêtait à demander à l'assistance de s'asseoir, mais déjà, les voix s'élèvent, tout ensemble. La nation chante et la séance s'ouvre dans une communion rare. Article 72 de la Lecture de l'article 72 de la Constitution, le cadre est posé. Le discours d'ouverture du président de l'Assemblée nationale est plus bref que d'ordinaire, comme si, déjà, l'essentiel devait venir. Comme si les mots de trop n'avaient plus leur place. Puis, le chef de l'État prend la parole. D'entrée, le ton est donné. Les au revoir doivent être courts et brefs,
dit-il, avant de reconnaître sans détour l'émotion qui l'habite. Ce n'est pas sans émotion que je me tiens devant vous ce matin. Il n'est pas là pour un bilan comptable de 10 années de pouvoir, mais pour répondre à des questions fondamentales, des questions simples et lourdes de sens. Le Bénin a-t-il trouvé sa voie de développement? Est-il un pays où l'éducation progresse, où la sécurité tient, où la souveraineté s'affirme? Un pays qui ne fait plus honte à ses enfants? Un pays où chaque jour, quelque chose s'améliore? À ces questions, Patrice Talon répond sans hésiter. La réponse à cette question fondamentale est oui. Dans l'hémicycle, les applaudissements éclatent. Ils reviendront encore et encore. À 1000 reprises, le discours est interrompu par les acclamations. L'intégrité du territoire national, affirme-t-il, est préservée malgré les menaces, malgré les turbulences régionales. L'état des lieux, selon lui, est rassurant et prometteur. Il défend la refonte politique engagée et assume le cap. Diriger la nation, martèle-t-il, ne doit plus être un simple droit, mais un devoir. Au Bénin désormais, il ne suffit plus d'être un harangueur de foule, un vendeur d'illusions proclamé acteur politique, pour s'emparer de notre destin commun, sans autre projet que celui d'en jouir tout seul avec ses partisans. Le ton se fait grave lorsqu'il évoque les événements regrettables du 7 décembre, la mutinerie déjouée. Mais est-ce que le Bénin est la copie conforme de notre pays dans le monde? Mais non. Chaque génération devra apporter à la nation éternelle sa part d'innovation et de génie constructif, ainsi que son courage pour empêcher coûte que coûte les nostalgiques rétrogrades et les marginaux d'arrêter le progrès. Le discours s'achève sur des vœux pour la nouvelle année. Mais dans l'hémicycle, chacun le sait, ce n'était pas seulement un message sur l'état de la nation, c'est une parole de fin de cycle, une trajectoire racontée et un passage de témoin qui s'annonce. Il est difficile de se quitter quand on s'aime. Mais la grandeur de l'âme, le devoir, l'amour requiert qu'il faut savoir se quitter, savoir se dire au revoir pour laisser la place à d'autres. Et à la sortie de l'Assemblée nationale, un changement de décor mais aussi d'ambiance. La vive émotion au sein de l'hémicycle après la solennité du discours a laissé place à un émoi populaire. Dehors, une foule attendait le chef de l'État entre cris de joie, pancartes et gestes de reconnaissance. Un bain de foule inattendu comme un dernier dialogue direct entre le président de la République et les Béninois. À l'intérieur, la solennité. À l'extérieur, l'émotion brute. À peine le président a-t-il quitté l'hémicycle que dehors, une foule compacte l'attend. Des visages levés, des mains tendues, des cris de joie qui percent l'air. Sur des pancartes brandies bien haut, son nom, sa photo aussi. Des mots de gratitude, des messages d'adhésion, un hommage populaire, spontané, vibrant. Le cortège s'arrête, le protocole marque une pause. Patrice Talon descend du véhicule. Contre toute attente, il choisit la marche. Pas à pas, le long de l'avenue, face à ceux qui l'appellent, face à ceux qui l'applaudissent, les gestes sont simples. Des saluts, des signes de reconnaissance, un regard ici, une main levée là, un président qui prend le temps. Autour de lui, la foule exulte, comme pour retenir l'instant. Ce bain de foule n'était pas prévu au protocole, mais il s'impose comme un prolongement du discours. Et c'est pour nous notre manière de dire merci au chef de l'État. Nous avons été contactés ce matin par des concitoyens qui souhaiteraient vraiment dire un merci franc au chef de l'État et par la même occasion lui souhaiter force et courage. Une autre manière de parler à la nation, pas de micro,
Seulement la proximité et ce lien direct entre un homme et un peuple, pendant quelques minutes, le temps semble ralentir. Le pouvoir se fait présence. Puis, le cortège reprend sa route. La foule continue d'acclamer, longtemps après son passage. Aujourd'hui, en quittant l'Assemblée nationale, Patrice Talon n'a pas seulement refermé une séance parlementaire, il traverse, une dernière fois peut-être, ce corridor invisible qui relie le sommet de l'État au cœur du peuple. On change de registre. Descente du ministre conseiller aux infrastructures, à la gouvernance locale et au cadre de vie à Saïvé. Nous sommes dans la commune de Semepodji. Objectif est bien échanger avec les populations relativement à l'érosion côtière et les rassurer du soutien du gouvernement quant à une solution. Lénaïk Agbazaou et Jacob Tochoido pour les détails. Ici, à Saïvé, en bordure du littoral, l'érosion côtière dicte sa loi au quotidien. Face aux cris de détresse des populations riveraines, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie a initié ce dialogue public afin de mieux s'imprégner de la situation. C'est une situation que nous vivons depuis une dizaine d'années et particulièrement accentuée ces 4 dernières années avec la mise en place des différents épis. Et chaque année, c'est près de 25 mètres que nous perdons. C'est une rangée de maisons minimum. Nous avons déjà beaucoup de maisons qui sont aujourd'hui dans la mer. Même cette voie sur laquelle nous nous trouvons, un 5e est déjà à l'eau. L'exécutif exprime sa sollicitude et n'entend pas rester insensible aux peines des populations, victimes des dégâts de l'avancée de la mer. Être dans cette situation et ne pas savoir ce qui se prépare en face pour régler ce problème-là, ce n'est pas bien. Même si je ne suis pas venu avec une solution toute faite, je suis quand même venu leur porter l'information selon laquelle leur préoccupation est prise en compte. Voilà qui vient rassurer les habitants de Saïvé en attendant des solutions définitives et durables pour endiguer l'envahissement marin. Notre séquence carte postale de ce matin marque un arrêt dans la 4e circonscription électorale, qu'il s'agisse de sa population, du nombre de sièges de députés ou encore de ses différentes communes et leurs conseils. Ghislain Poguet nous embarque ici pour un détour. On regarde ensemble. Bienvenue dans la 4e circonscription électorale du Bénin, au nord-ouest du pays. Un territoire stratégique du département de la Takora. 5 communes composent cette circonscription électorale: Kéru, Kwandé, Natitengu, Peunko et Tukuntuna. Ensemble, ils sont appelés à envoyer 4 députés à l'Assemblée nationale. Kéru est une commune à la croisée des départements du Borgou, de la Libori et de la Takora. La commune compte 4 arrondissements, une population de 100 197 habitants et au conseil communal, 25 sièges à pourvoir. Kwandé est située à l'est du département de la Takora. La commune compte 6 arrondissements avec une population de 100 154 habitants et un conseil communal composé de 25 sièges. Natitengu est une commune qui abrite la chaîne montagneuse de la Takora. La commune de Natitengu compte 9 arrondissements, une population de 103 843 habitants et un conseil communal avec 25 sièges. Peunko, une commune connue comme la cité des pierres noires. Elle comporte 3 arrondissements, une population de 78 217 habitants et 19 sièges au conseil communal. Tukuntuna, commune située au cœur de la chaîne montagneuse de la Takora. Elle compte 3 arrondissements, une population de 39 779 habitants et 11 sièges au sein du conseil communal. Un territoire, des électeurs, des enjeux, la démocratie en marche. Les fêtes de fin d'année sont là et oui, on n'y est plus que quelques heures et ça sera la fête de Noël. Alors comment les Béninois envisagent-ils de la célébrer? Surtout, comment se préparent-ils? Victorine Bondé et Jacob Tochoido sont allés à la rencontre de quelques citoyens et vous allez le voir, on nous confie quelques secrets. C'est parti.
Ça se voit, non? Comment on est en train de préparer. Ça, on le prépare bien, puisqu'on a des enfants, on s'apprête à acheter les cadeaux aux enfants, tout ça là. Vu qu'il y a des enfants qui ont déjà leur idée dedans, qui sont déjà prêts à la voir, tout ça là-bas. On voit, il y a d'autres enfants qui ont déjà. Et maintenant, quand toi, ton enfant voit ça, c'est carrément quelque chose qui lui plaît aussi. Mais pourquoi ne pas lui faire ce plaisir? C'est la meilleure des choses, acheter un cadeau à son enfant. Nous sommes beaucoup à commencer depuis l'année, mais qui a fait que nous sommes vivants. Ça, il faut faire. Il n'y a pas l'argent, mais on n'a pas le choix. Surtout la fête de Noël, c'est très important pour les enfants. Donc, je suis venu acheter les jouets pour mes enfants. On essaie de faire ce qu'on peut faire. La décoration, on achète des pagnes pour les enfants ici. Pour aussi donner des cadeaux aux parents, au village, tout ça. Je pense fêter la Noël avec mes enfants dans la joie, dans la fierté et dans la gaieté. J'ai payé déjà l'arbre de Noël, j'ai payé les guirlandes déjà, et puis les jouets pour les enfants qu'on va emballer et mettre sur la tête la veille de la Noël. C'est une grâce aujourd'hui, c'est la fête. Je suis chrétien, hein. Mes aïeux, mes parents sont des chrétiens, mais c'est une fête importée. Il reste souhaitable de faire une symbiose de notre réalité et de la réalité des Occidentaux. Ensemble, si on fait cette combinaison-là, on peut bien faire la fête. Le jour de Noël, j'irai d'abord à l'église, prier Dieu, le remercier. Et ensuite, on reviendra en famille, fêter, festoyer avec la famille. Pour les enfants, on a déjà eu à choisir leur jouet, tout et tout. Donc nous moquons de rire. Pour la fête à la maison, on a déjà fait les achats, boissons, amuse-gueule et autres. On est prêts. On est totalement prêts même. Très bonne fête à toutes et à tous. Alors, on fait le point des marchés ouverts du jour. C'est parti. Voilà qui vient mettre un terme à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Très bon réveillon à toutes et à tous, puisqu'on ne se revoit plus aujourd'hui, mais demain, on sera ensemble. Mais je ne partirai pas sans souhaiter joyeux Noël à Rachidat aussi. Hein. Merci. Et puis, ces couleurs qui parlent Noël, déjà, vous êtes resplendissantes. Merci ma chère Génial, Fouda Monsi Aboka. Cette couleur qui annonce Noël, mais qui annonce aussi 2026. Tout à fait. Je prends, on va dire, ma part de bonheur de 2026 déjà. Je vais vous dire quelque chose. Oui, j'ai sorti le même costume, enfin, costume rouge. Une robe noire aussi pour aujourd'hui. Donc, j'imagine un peu si j'avais suivi le feeling. Je me suis dit, je garde ça pour demain. Voilà. Donc, si j'avais suivi le feeling, vous imaginez un peu ce que ça donne ce matin. J'imagine, hein. Très beau à voir à l'écran. Ce qui est sûr, on vous l'a dit ce matin, on est au taquet, il y a de la bonne humeur, il y a de l'énergie, il y a une ambiance de fête par ici. Tout ça pour votre bonheur. Génial, Afouda Monsiboka. Merci à toi. Merci pour ce tour d'horizon de l'actualité nationale et internationale. Un plaisir. On se retrouve demain, n'est-ce pas? Même plaisir. Allez. On va faire la fête. Gros bisous. Bye. À présent, chers amis téléspectateurs, place à la rubrique que vous aimez bien, c'est l'actualité politique. Le président de la République, Patrice Talon, vous le savez, a prononcé son discours sur l'état de la nation, un discours particulier à la fois bilan, conviction et projection, à l'issue de 2 mandats marqués par de profondes réformes et une transformation assumée du modèle politique béninois. Le chef de l'État y affirme que le Bénin a trouvé son chemin, que la démocratie doit désormais servir de développement et que l'état d'esprit national constitue le socle de notre progrès. Alors, une question que révèle réellement ce discours sur l'état de la nation et sur le Bénin qui se dessine. Pour en parler, nous recevons Hassan Seibou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau honorable. Oui, merci. Alors, je précise que vous êtes président du groupe parlementaire Bloc républicain. Oui. Merci de nous éclairer sur le discours du président Patrice Talon. Alors, ma première question, elle est celle-ci. Quand le chef de l'État affirme que le Bénin a trouvé son chemin, est-ce qu'il parle, on va dire, d'un constat objectif ou d'un pari politique sur l'avenir? Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur votre plateau ce matin. Le discours du chef de l'État, pour le comprendre aussi, hein, il faut le regarder comme un discours bilan.
D'accord. Du moment où il a pris le pouvoir, quel était notre état d'âme et quelles étaient nos espérances, qu'est-ce qu'il fallait recentrer, qu'est-ce qu'il fallait réformer, qu'est-ce qu'il fallait corriger et où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Et c'est ça qui permet de répondre et dire on a retrouvé notre chemin. Parce qu'on semblait l'avoir perdu. On semblait avoir pas perdu, parce qu'il faut le dire ainsi, dans la mesure où les repères de notre démocratie depuis 1990, nos espoirs étaient déjà presque perdus. Depuis, on tardait à décoller aussi. Il fallait des réformes audacieuses, il fallait revoir ce que nous avons pensé ensemble en 1990, qui paraissait être un compromis d'un temps, mais qui n'a pas pensé de tous les contours, qui étaient trop optimistes sur le comportement des hommes politiques, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on aborde une autre phase avec des réformes qui responsabilisent plus les hommes politiques désormais, mais aussi sur le plan de développement et de l'économie. Nous sommes à nous demander même parfois, est-ce que c'est nous, où est-ce que nous trouvons les ressources, alors que c'était là. Juste un effort, juste une vision, juste du courage pour faire certaines réformes. Il fallait donc de l'audace, on va dire. Bien sûr. Simplement l'audace d'agir. Exactement. Il fallait de l'audace, parce que ce n'est pas le crime que nous avons longtemps commis, c'est de ne pas essayer, de ne pas oser, de ne pas avancer, et quitte à tirer des conséquences. Mais aujourd'hui, quand on regarde, dans tous les domaines où nous avons osé, à 80%, 90%, les résultats sont là. D'accord, très bien. Puisque vous parlez de résultats, soyons concrets ce matin, honorable. Sur quels indicateurs concrets repose cette affirmation du chef de l'État, selon vous? D'abord, sur le plan esprit. C'est fondamental pour lui et pour moi. C'est ce que je retiens depuis un moment. Quel est notre état d'esprit aujourd'hui? Est-ce que nous respectons un peu plus ce qui est commun, ce qui est public? Est-ce que nous réagissons ensemble? Je crois que vers la fin de son mandat, nous disons que cette attaque qu'on a suivie le 7 décembre est une attaque malheureuse. Mais dans le malheur, il y a toujours un bien quelque part. Ça a été un test grandeur nature pour le président de la République au moment où il finit son mandat, de voir comment les Béninois sont capables de réagir face à tout défi, face à toute menace. Et ça a été pratiquement une réaction. Le peuple béninois a fait bloc. Bloc. L'armée, dans toutes ses composantes, les civils, personne n'a accepté. Et c'est ça, c'est une mesure de la grandeur de notre nation, comme il dit, notre capacité à réagir ensemble. Le deuxième point sur lequel il faut juger, c'est ce que nous voyons d'apparent. Nous avons pu atteindre des niveaux d'investissement et de réalisation infrastructurelle jamais égalés, qui font que quand un visiteur vient au Bénin, à Cotonou, et il fait le tour de notre pays, mais il est émerveillé. S'il est venu il y a 10 ans, aujourd'hui il se perd. Même des Béninois qui sont partis à l'étranger et qui reviennent 10 ans après, se perdent pratiquement dans la ville, dans l'assainissement de la ville, la propreté, l'asphaltage. Et puis, sur le plan social, on dit qu'il n'y a pas de social, mais la santé dans le pays a connu une amélioration nette. L'énergie, tout ça qui est nécessaire dans les foyers existe. Et nous ne parlons même plus de délestage. Comme on le disait avant, l'arrivée du président Patrice Talon. Oui. Aujourd'hui, nous sommes plutôt dans des défis de couvrir tout le pays, même dans le rural. Quand on ne fait pas le tour à l'intérieur du pays, on ne mesure même pas exactement ce que je dis là. Il faut voir les actions
surtout au niveau de l'investissement infrastructurel. D'accord. Il faut voir comment le gouvernement a réussi à relancer certains secteurs de produits agricoles qu'on utilise dans le commerce, comme la cajou. Élaguer tous les champs d'anacardier au Bénin. Souvent, on n'en parle pas, mais voilà des actions qui sont menées pour asseoir les filières qui sont notre base de développement dans le pays. Et puis, pour terminer, l'investissement. L'investissement étranger au Bénin. L'histoire de GDIZ, on n'en parle plus. Moi, j'ai eu la chance d'être président du comité d'organisation dans ce Bénin d'une conférence internationale. Oui. Mais on a reçu 55 députés étrangers dans notre pays. Tout le monde voulait voir la GDIZ. J'étais étonné. Ils descendent avec un calendrier de visite parfois contradictoire, mais que nous avons essayé de gérer. Ils sont partis émerveillés. Même les pays que je croyais qu'ils connaissent Cotonou déjà, non. Tout le monde était curieux. Moi, je veux aller à Ouida. Moi, je veux aller à la place de l'Amazone. Moi, je veux aller à GDIZ. C'est plusieurs pays qui ont demandé et qui sont partis émerveillés. Cette impression que notre pays a, admiré par tous, ça permet de dire nous avons vraiment retrouvé le chemin. Il faut garder le cap et nécessairement. Et coûte que coûte, comme le dit le chef de l'État, pour éviter que nous soyons, que notre marche soit arrêtée par des gens qui sont un peu nostalgiques des marginaux, des marginaux, parce que les marginaux, les voyous, les bandits, il y en a toujours dans des pays. Et ces marginaux-là, les questions de sécurité doivent être serrées pour qu'on fasse échec à l'effet retardataire sur le développement. Très bien. Nous l'entendons bien. Honorable, notre pays a fait, on va dire, un bond qualitatif en matière de développement. Mais pourquoi aujourd'hui, beaucoup de citoyens disent ne pas le ressentir dans le quotidien, surtout dans le panier de la ménagère? Vous savez, il faut voir la situation que nous racontons un peu entre nous. Mais si nous nous prenons dans notre environnement international, il n'y a pas un pays en Afrique de l'Ouest dans lequel vous allez entrer et vous sentir moins riche, moins aisé socialement que ces gens-là. Parce que le peuple, lui, ou chaque individu ne regarde que ce qui est autour de lui parfois pour évaluer des choses. Mais l'impact de ce qui vient des chocs extérieurs, personne ne voit. Quand vous prenez le Nigeria aujourd'hui, vous prenez le Niger, le Burkina, un peu partout, pour ceux qui sortent, ils savent que le Bénin est mieux. Mais cela ne veut pas dire que nous retrouvons tous le bonheur. Mais quand la difficulté frappe tout le monde et que vous retrouvez vos marques, vous arrivez à vous assurer votre 2 repas par jour. Bon, et puis quand quelqu'un a du mieux, il demande encore du meilleur. Exactement. Et jamais vous ne trouverez quelqu'un vous dire « je suis riche aujourd'hui ». Vous ne trouverez aucun commençant vous dire « j'ai trop gagné ». Comme dans notre langue, une de nos langues nationales, on dit toujours « est-ce que tu as fait un peu ?» C'est toujours un peu. Mais nous savons, nous-mêmes, que notre pays se porte bien. Et puis, pendant des périodes de mise en place des réformes ou des infrastructures qu'on appelle structurantes, il y a cette priorité qu'on donne aux gros investissements pour pouvoir asseoir longtemps la richesse du pays. Le bien-être, il vient, mais personne ne vient dire j'ai gagné de l'argent hier, moi. C'est celui qui n'a pas gagné qui parle. Donc parfois, ce n'est pas facile d'apprécier ce qu'on appelle... ça demande aussi beaucoup de sacrifices. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui réduisent les coûts des Béninois. Avant, regardez, même pour payer une facture d'électricité, le temps que vous mettez, les taxis que vous devez prendre, tout ça, vous ne payez pas. Sur le plan de santé, il y a des améliorations.
Même si on se plaint parfois du prix des produits à la pharmacie, mais nous les importons. Et ceux qui l'importent ont un coût donné. Ce n'est pas les impôts seulement. Mais il faut regarder ce qui se passe autour de nous au plan mondial et faire apprécier à sa juste valeur le choc extérieur des prix et de niveau de vie. Alors, on va parler de ce nouvel état d'esprit comme moteur du progrès évoqué par le chef de l'État. Ce discours insiste vraiment sur ce nouvel état d'esprit. Est-ce que vous pensez qu'il est durable au-delà de Patrice Talon? Repose-t-il encore largement, on va dire, sur sa méthode et son leadership personnel? Bien sûr que vous allez voir dans le discours, nous étions presque tous à l'Assemblée. Ouais. Toutes tendances confondues, un peu mélancolique, parce que nous nous posons à cette question. Le leadership est quelque chose d'important. La tête. Quand ça ne va pas dans la tête, le reste dans le corps, ça ne va pas. Nous pouvons être inquiets pour ça. Mais il y a des bases qui sont posées qui font que, à moins d'une catastrophe, nous n'allons pas revenir en arrière. Nous avons donné au travail, par exemple, une certaine priorité dans l'organisation. Regardez, les grèves, il n'y en a pas. On a limité les grèves. Parce que ce n'est pas en cassant ou en brûlant des pneus, par exemple, ou en prenant des jours et des jours, des mois de grève que nous améliorons quelque chose. Mais chacun de nous est content et d'accord de ça. Il y a donc des fondamentaux qui ne nous feront plus revenir sur certains travers. Non, pas du tout. Ce sera difficile de revenir en arrière. Même si on pouvait s'inquiéter du départ d'un président qui tient bien le guidon et que demain on peut douter, mais on est quand même optimiste sur le fait que c'est un mouvement d'ensemble et qu'on ne manquera pas de ramener à l'ordre le président qui va lui succéder et qui ne serait pas dans la même vision. Il dit toujours, je souhaite que celui qui vient fasse mieux que moi. Eh bien, on va toujours chanter au monsieur ce qui est attendu de toi. Il faudra qu'il fasse mieux que... C'est du mieux. Nous ne voulons pas moins, même pas égal au président Patrice Talon. Très bien. Et c'est pour ça que... On va évoluer dans l'analyse de ce discours, puisque le temps, il file très vite par ici, honorable. Patrice Talon, dans son discours, définit clairement la démocratie comme un outil au service du développement. Est-ce une évolution assumée du modèle démocratique béninois? Bien sûr. Vous savez, nous avons perçu en 1990, au moment où on rédigeait cette constitution, pour laquelle nous devons quand même dire nos compliments aux auteurs, mais nous avions été trop optimistes, à mon avis, et à l'avis de nous tous d'ailleurs, parce que la priorité en 1990 était à ramener la paix et à instaurer une démocratie. Oui, d'accord. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que la manière dont nous avons exécuté cette démocratie ne nous a pas permis d'amorcer le développement. Nous étions à remettre en cause. Et si vous vous rappelez deux choses au moment où le président Yahi Boni prenait le pouvoir, le changement a séduit tout le monde. Après, c'est refondation qui a séduit tout le monde. Mais nous n'avions pas réussi à mettre tout ça en place. Ça veut dire que depuis longtemps, nous avons compris les limites de notre démocratie qui, pour moi, était pensée comme un compromis momentané. Parce que la conférence nationale, ça a été rapide, 90 jours, une constitution, et on a commencé. Il était temps de revoir tous les compartiments pour asseoir aujourd'hui une base qui soit acceptable et que la démocratie ne soit plus un jeu dans lequel on joue pour s'enrichir pour soi, mais un jeu pour faire développer le pays sur les fondamentaux du développement. La démocratie doit être au service du développement. Au service du développement, pas le développement au service. Comment on garantit, honorable, que cette approche ne soit jamais interprétée comme une restriction des libertés au nom de l'efficacité? Non, vous savez, la notion qu'on a de la liberté, c'est ça le problème. Quand tout le monde pense que, par exemple, la liberté, c'est le droit de faire tout ce qu'on veut, de dire tout ce qu'on veut,
même si ça embête les autres, alors que par principe aussi, on dit que votre liberté finit là où commence celle de l'autre. Donc il faut trouver le juste milieu et définir les contours de notre liberté. Et c'est en cela que dans la question de démocratie, ce n'est pas une restriction, mais le respect de la liberté des autres et surtout le respect de l'intérêt collectif, le respect du bien public. Et surtout qu'on ait en vue que désormais, le développement collectif est celui qui est déterminant par rapport à notre propre développement individuel, c'est-à-dire notre bien-être. Très bien. Alors, on poursuit donc, honorable. Patrice Talon estime également qu'un effort à moitié consenti est vain et appelle à aller au bout de la refonte politique. Où placez-vous aujourd'hui, on va dire, la ligne d'achèvement de ces réformes? Les réformes ont été entamées. Et pour un chef d'État, surtout chef d'État que nous élisons, il ne finira pas de faire des réformes. Et il ne finira pas de faire des réajustements dans l'intérêt du pays. Quand on voit que quelque chose ne va pas, il faut avancer. Et puis, pour ceux qui veulent comprendre cette maxime du président, c'est que si vous voulez acheter votre belle chemise là, vous dites que c'est 100 000. Quelqu'un vous dit, bon, ok, je veux t'aider à acheter la chemise, il te donne 70 000. Tu n'auras jamais la chemise. Il faut aller jusqu'au bout, sinon nous n'allons pas y arriver. Et vers la fin de son mandat, il se rend compte que certaines réformes, surtout sur le plan politique, les réformes ne sont pas achevées. Il y a un goût d'inachevé. Par exemple, nous frôlons tout le temps des tensions à l'approche des élections quand on touche comment on appelle à la loi fondamentale. Non, pas à la loi fondamentale, au code électoral. C'est devenu un sport. Mais si nous n'avons aucune chambre, nulle part, à laquelle on se réfère et qui a comment on appelle, du Sénat et qui a un droit de non-objection sur ce que nous faisons et qui doit dire ça là, à l'Assemblée nationale, vous ne pouvez pas voter cette loi dans tel sens. La solution est désormais trouvée alors? Non, la réforme est proposée. Oui. Et quand elle va se mettre en place, comme il le dit, la génération d'aujourd'hui va partir, d'autres vont faire. Nous allons expérimenter ça et rechercher ce que nous appelons stabilité politique et de développement de notre pays. Le discours de Patrice Talon a paru un peu très sévère envers les acteurs politiques, honorable Hassan Seibou. Il est présenté des acteurs politiques, présentés un peu comme redevables. Avant tout, cette vision ne risque-t-elle pas de dévaloriser l'engagement politique, surtout chez les jeunes qui aujourd'hui n'ont pas confiance, on va dire, en la chose politique? Non, pas du tout. D'abord, le discours, nous qui avons suivi en tout cas le discours, nous qui sommes des hommes politiques, on n'a pas trouvé de sévérité, mais on a trouvé la vérité. Parce que dire parfois la vérité simple, hein, ça, on a l'impression que ceux qui vous écoutent ou ceux qui regardent disent qu'ils ne sont pas à l'aise. On est très à l'aise par rapport à ce discours-là. C'est que la nouvelle vision de l'homme politique que vous dites va décourager les jeunes. Non, c'est la vision qu'on leur a montrée depuis 1990 dans la pratique de notre démocratie qui leur donne des idées fausses, des mauvaises idées. On va là-bas pour s'enrichir, on va là-bas pour voler, on va là-bas pour, comment on l'appelle, pour réaliser des rêves qu'on ne peut pas réaliser avec le bien public. C'est aujourd'hui un discours qui recentre donc le jeu pour que la jeunesse apprenne à savoir que le jeu politique est un jeu qui est noble, un jeu politique dans lequel on se bat pour le collectif et non pour soi-même. Et vous savez, les allusions qui sont faites dans le discours. Une façon de dire que les acteurs politiques, en réalité, doivent désormais davantage être au service du peuple. Exactement. Et non se servir. Pas le bonheur de se servir, mais le bonheur de servir les autres. Quand on vient devant le peuple pour chercher le mandat, qu'est-ce qu'on dit? Je viens travailler pour votre bonheur. Mais c'est souvent des promesses trompeuses. Oui, non, mais ça dépend de ce que vous en faites. Chacun est gendarme de l'autre
en matière de démocratie, en matière de pouvoir. Si le peuple lui-même accepte qu'il y ait des règles qui ne privilégient pas la reddition de comptes, qui ne privilégient pas le respect des engagements, alors il sera trompé. Et c'est plutôt celui qui vient parler qui va s'enrichir. Chacun cherche à un bonheur. Mais il faut savoir que votre bonheur en politique dépend du bonheur collectif que vous devez rechercher. Alors, les événements du 7 décembre n'ont pas échappé, n'est-ce pas, au discours sur l'état de la nation. Le président de la République évoque clairement des complicités internes et des influences étrangères lors de l'attaque du 7 décembre 2025. Ce discours honorable marque-t-il un durcissement durable de la doctrine sécuritaire du Bénin? Bien sûr, bien sûr. Et je crois même qu'elle exalte la sécurité, la situation sécuritaire du Bénin d'aujourd'hui, qu'il faut renforcer. C'est une quête de tous les jours. Il a dit quelque chose, ça fait je crois, deux sorties dans lesquelles l'idée revient et qui est claire. Il dit que la grandeur d'une nation repose sur sa capacité à réagir face à des menaces ou à des défis. Et cela transparaît dans ce discours-là clairement. La réaction que nous avons eue tous lors de l'attaque du 7 décembre, vous avez vu tous les anciens chefs d'État, toutes les personnalités du pays rivalisaient à passer à la télévision pour condamner ce qui se passe. Qu'il soit de la mouvance ou de l'opposition. Il n'y a même pas de bord. C'est tout le monde politique. C'est tout le monde. Ça, moi, en tout cas, ça m'a rappelé le 16 janvier 1977 où des populations sont sorties partout. Ici, si on n'avait pas barricadé, il y aurait une réaction de foule. Les gens n'ont pas eu peur, malgré qu'on parlait de coup d'État. Dans la rue, ils étaient dans la rue. Ça veut dire que le peuple a atteint un état d'esprit. Malgré les divergences, on sait qu'on n'a qu'un seul Bénin. Bien sûr. Et qu'il faudra absolument aussi le protéger. Et justement, le chef de l'État appelle à dépasser les frustrations et les divisions pour préserver la nation. Honorable Hassan Seibou. Comment préserver cette unité sans étouffer la contradiction politique? Il a dit des frustrations, fondées ou non. C'est-à-dire que une frustration peut se justifier. Il reconnaît. Mais vous ne pouvez jamais faire une réforme. Quand vous commencez à dire que vous faites des réformes, c'est qu'il y a quelqu'un qui lui tirait intérêt de ce qui existait et qui va se plaindre. Sa frustration peut être fondée. Mais devant l'intérêt national où il faut y aller, on ne va pas passer le temps à regarder celui qui est frustré et ne pas faire. Puisqu'on espère que demain, il va être satisfait même d'avoir été frustré hier. C'est pour ça que dans la réforme, dans ce que planifie le président de la République ou ce qu'il a fait tout le temps, il dit que des frustrations peuvent être justifiées. Mais il n'y a pas de raison que nous atteignions, que nous prenions par exemple des armes. Il n'y a pas de raison que nous mettions tout le système par terre. Même dans une famille, une simple famille, même entre deux, dans un couple, il y a toujours des frustrations. Bien sûr. Mais quand on ne les dépasse pas pour regarder l'intérêt général, à chaque instant, on va foutre tout en l'air. Et je voudrais dire quelque chose. Si vous voulez comprendre souvent les discours du président Patrice Talon, il ne faut pas vous situer à aujourd'hui, sinon vous serez toujours frustré. D'accord. Il faut vous situer à qu'est-ce que nous serons dans 20 ans, 30 ans, dans 50 ans. Si vous posez cette question avant de l'écouter, alors vous comprendrez. Il n'est donc pas dans le présent, il est toujours dans l'avenir? Il est toujours dans l'avenir. Et soit sa formule d'ailleurs, je crois qu'il va le suivre après son mandat, c'est le meilleur reste à venir. Et il a dit hier, il a répété plusieurs fois, nous avons trouvé notre chemin, le meilleur reste à venir. Quand est-ce que nous avons retrouvé le chemin, nous allons où? C'est quand vous voyez la phrase. Si vous complétez, nous allons où? Nous allons vers le développement. Nous voulons être demain un pays qui lui aussi aide les autres. C'est des rêves.
Et toutes les réformes-là répondent à une vision, à un rêve d'un Bénin grand. Et aujourd'hui, le discours, partout il dit le Bénin est grand. Parce que nous avons été surpris nous-mêmes par notre dépassement, par l'acceptation, par des choses que nous avons pu faire et que nous n'espérions pas dans 10 ans. Alors, quand on Donc, dit... il a été même rattrapé sûrement de réaliser des choses qu'il voyait dans le rêve du futur du Bénin. D'accord. Alors, mais quand on dit le meilleur reste à venir, on nous projette dans une sorte, dans un avenir honorable à Hassan Seibou. Les Béninois veulent du bonheur aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui et tout de suite. Il y a du bonheur aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Quel est le Béninois qui sort et qui a peur de faire le tour du Bénin, d'aller partout? D'accord. Sur le plan sécuritaire, ça va? Non, sur le plan sécuritaire, c'est bon. Sur le plan sanitaire, c'est bon. C'est-à-dire, sur tous les plans, même sur le bien-être, soi-même se sentir, mais le meilleur, il dit le meilleur. Ce n'est pas, il y a du bon aujourd'hui, mais demain sera meilleur. Toujours le meilleur reste à venir. On ne peut pas atteindre une étape et dire, bon, ça y est, on est dans l'extase. Chaque matin, chacun de nous a une exigence qu'il ne remplit pas. C'est de la vie, c'est même de la simple vie que cela relève. Mais ce chemin, honorable Hassan Seibou, est-il aujourd'hui suffisamment institutionnalisé pour une fois encore, j'en reviens, survivre à un changement de leadership ou reste-t-il encore fragile et dépendant de l'héritage Talon? Talon est dans une chaîne de notre vie. Son maillon, il a fait ce qu'il peut faire, mais la suite va dépendre aussi des autres. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le président Patrice Talon, dans ce qu'il a réalisé, permet d'asseoir pour l'avenir quelque chose d'optimiste. Le certifier. Ce n'est pas de lui que dépendra la suite, mais la suite dépendra de celui qui va venir, mais qui va aussi rester dans le cap. Et il s'agit pour notre pays de rester dans le cap ensemble. Le système est-il plus fort que les hommes? Le système... Tout système qui veut privilégier rien... Est-ce qu'il est plus fort que les hommes? Non, il faut avoir un système à visage humain, mais pas un système strictement humain. Il y a des présidents qui peuvent venir, qui sont différents. Certains, si vous touchez à la chose de l'État, vous avez affaire à eux. Et c'est le cas qu'on a ici. Vous allez voir que dans le passé, vous pouvez tout piller. Tant que vous êtes heureux vous seul, personne ne se plaint. Donc il y a des formulations sur lesquelles nous devons être ensemble pour bâtir notre pays. Privilégier le collectif et chercher son bonheur dans le collectif. Chercher son bonheur dans le collectif. Je crois que ça doit être notre vision pour l'avenir. Très bien. On a vu hier au sein de l'Assemblée nationale, l'émotion était à son comble. Et en dehors de l'Assemblée nationale, on a vu aussi le président Patrice Talon qui a été porté par une foule en liesse qui était une foule pleine de reconnaissance, on va dire simplement. Est-ce qu'aujourd'hui, honorable Hassan Seibou, Patrice Talon est en train, d'une certaine manière, d'être porté en triomphe comme lui, comme son vœu de départ, on va dire? C'est évident. Vous savez, que ce soit les députés à l'intérieur ou le peuple dans la rue, vous voyez que c'est le même réflexe. Quel effet ça peut vous faire de voir un homme qui a travaillé, qui s'est battu, vivre même l'affaire de 7 décembre récemment, qui vient devant vous? La première des choses, c'est une sorte de reconnaissance, parce que sa vie a été mise en danger pour quelque chose qu'il faisait collectivement pour nous. Donc, en plus, vous avez vu combien de fois le discours a été interrompu par des ovations, par des standing ovations. Mais lui-même l'a dit, il était ému. Ce n'était pas du tout improvisé, on sentait que c'était... voilà. C'est instantané. Oui. Personne de nous n'avait programmé de chanter l'hymne national pendant le discours sur l'état de la nation. Ça ne s'est jamais fait. Et
le peuple ressentait la même chose. L'envie de lui dire merci. L'envie de lui dire que Dieu te protège. Chacun est venu lui dire quelque chose. Est-ce que ce n'est pas aussi les émotions liées à tout départ dans la vie, finalement? Bien sûr. Quand un cycle s'achève... Ça s'ajoute. Oui. Les départs, comme il dit, les séparations sont toujours difficiles, c'est douloureux. Mais c'est la dernière fois que nous devrions le voir dans cette posture à l'Assemblée nationale. Quand même, on avait envie de le revoir. Et pour tout ce qu'il a fait, quand il annonce « je m'en vais », il y a quand même un effet que cela fait et qu'il faut admettre. Merci, honorable Hassan Seibou. Pour terminer rapidement, la mouvance a accompagné ces réformes pendant 10 ans. Quelle part de responsabilité historique le Bloc républicain assume-t-il dans ce bilan? Très rapidement. D'abord, nous assumons pleinement et totalement le bilan du président Patrice Talon. Nous avons été à l'initiative parfois. Je suis un de ceux qui ont proposé même des réformes et qu'il a accepté. Donc moi, je crois que nous n'avons pas de réserve au Bloc républicain. Nous assumons entièrement la responsabilité et soutiendrons jusqu'au bout. Nous allons peut-être renouveler. Y a-t-il encore des réformes qu'on n'a pas encore osé faire dans le pays? Oui, mais les réformes ne se planifient pas de longue date. Donc il y a le temps qui nous reste là avant son départ. L'Assemblée n'a qu'un mois, donc je ne peux pas vous dire parce que les réformes se font sur la base des lois et sur la base des textes. Nous n'avons pas encore introduit une autre, mais quand ça va venir, la prochaine génération le fera. Merci, honorable Hassan Seibou. Que doit-on attendre du citoyen béninois de 2026 pour sortir de cet entretien définitivement? C'est un Béninois qui doit être serein. Et la sérénité, on l'a vu, quel que soit le défi que nous avons, le lendemain matin, nous sommes au travail, ça veut dire que nous sommes sereins. Nous n'avons pas peur. Et comme le dit le président de la République, n'ayez pas peur. L'avenir, on est confiant pour l'avenir de ce pays et rien ne peut nous arriver que nous ne puissions surmonter. Et puis, pour dire aucune attaque contre notre pays ne peut nous dévier de la voie de développement sur laquelle nous sommes décidés. Et je veux, en 2026, un Béninois heureux, plus heureux qu'aujourd'hui, parce que toujours le bonheur doit augmenter. Et aussi un Béninois rassuré sur le plan politique, un Béninois confiant et fier de son pays. Et surtout aussi un Béninois travailleur, bien sûr. Parce bien que sûr. Sans travail acharné, on ne saurait construire ce Bénin qui nous rend déjà si fiers et qui nous rendra davantage encore plus fiers. Merci. Oui, il faut travailler, mais les éléments mis en place permettent de s'assurer que, parce que nous travaillons, ça fait partie de notre quotidien. Merci, honorable Hassan Seibou. C'est fini pour l'instant politique de ce jour. On va à la pause rapidement avant d'ouvrir, on va dire, notre calendrier des événements à la une. Donne-moi ça. Les élections approchent. Et cette fois-ci, ça va être chaud. Cette fois-ci, je vais voter. Hein? Oui? Tu veux voter? Bien sûr. Est-ce que tu as déjà fait ton RAVIP? RAVIP? Non, pas encore. Si tu ne le fais pas maintenant, ton nom ne sera pas inscrit sur la liste électorale informatisée. Et sans ça, tu ne peux pas voter. Ah. Moi, j'ai 18 ans en décembre. C'est bon? Si tu as 18 ans, avant le 11 janvier 2026, date des premières élections de l'année électorale, tu peux voter. Il faut être béninois, avoir fait son RAVIP. Et pour les Béninois vivant à l'étranger, il faut être inscrit sur le registre des Béninois de l'étranger. Moi, j'ai déjà fait mon RAVIP. Je suis tranquille. Et même si tu as déjà fait ton RAVIP, il faut prendre le temps de vérifier si tes informations sont à jour. Ton nom, ton numéro, ton adresse et même ton centre de vote. C'est important pour être sûr que tu es inscrit sur la liste. Et on vérifie ça comment? C'est très simple. Tu peux consulter ou mettre à jour tes données
sur inservice.anipo.bg ou sur l'application Anip BJ ou directement avec le code étoile 151 dièse sur ton téléphone. Tu veux aussi changer ton centre de vote? C'est possible. Si tu as déménagé ou changé de quartier, tu peux choisir un autre centre de vote plus proche de ta nouvelle demeure. Et si tu vis une partie de l'année dans un village ou dans un autre quartier, tu peux aussi aller voter là-bas. Je vais le faire maintenant. Cette fois-ci, faut pas rater. Hey, Javier, tu connais. Tu veux voter en 2026? Fais ton RAVIP. Et surtout, vérifie si tes données sont à jour. Tu veux changer de centre de vote? C'est possible. Tu peux consulter tes données, demander une correction, obtenir tes pièces ou transférer ton centre de vote sur e-service.anip.bj avec l'appli Anip BJ en tapant étoile 151 dièse sur ton téléphone ou en te rendant à un guichet Anip à la mairie. Le RAVIP, ton premier acte citoyen. Maux de tête, fatigue persistante, manque d'énergie. Et si votre corps vous envoyait des signaux d'alerte que vous ignorez, regardez bien votre urine. Si elle est foncée, votre corps est déjà en détresse. Vous êtes peut-être en train de l'empoisonner sans même le savoir. Mais quelle peut être la cause de ces différents maux? Ne cherchez pas loin, vous ne buvez pas assez d'eau. Votre cerveau souffre, vos reins s'épuisent, votre cœur peine à suivre, juste parce que vous oubliez un geste simple, boire de l'eau. Chaque jour, nous perdons de l'eau par la respiration, les urines, la transpiration et les selles. Chaque jour, nous devons remplacer les pertes d'eau pour le bon fonctionnement de l'organisme. L'eau hydrate et vous soulage. Elle véhicule des nutriments dans vos organes vitaux, facilite le métabolisme et vous aide à éliminer les déchets. Combien doit-on boire alors par jour? Si vous pesez 50 kg, vous devez boire 1,5 à 2 litres par jour. Si votre poids avoisine 70 kg, buvez entre 2,1 et 2,8 litres d'eau. Et si vous pesez 100 kg, votre consommation d'eau quotidienne doit varier entre 3 à 4 litres. Boire de l'eau, c'est protéger son cœur, ses reins, son foie. C'est vivre mieux et plus longtemps. N'attendez pas d'avoir soif, faites le bon choix. Ne suivez pas votre soif, buvez de l'eau pour protéger vos organes. Buvez de l'eau pour vivre longtemps. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Culture, initiative, événement marquant, on vous embarque au cœur de ce qui anime le Bénin avec Patrick Diossou, qui nous déniche ces événements qui nous permettent, n'est-ce pas, d'être connectés avec la fête. Merci Patrick. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Quels sont les événements à la une? Oui, événement à la une, nous allons commencer par un événement qui est un événement qui nous permet d'être raccordés au passé. Le Kanchicha. Il y a un auteur, Champlia, qui a écrit un ouvrage, Les tresseurs de cordes. C'est à l'ancienne corde qu'on tresse la nouvelle, à l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. On parle de Kanchicha en langue fon ou en langue goun ou en langue mari. Ah d'accord, Kanchicha, d'accord. Oui. Alors le Kanchicha, c'est se retrouver à raccorder, à être sur les traces de Na. Na, c'est une princesse dont on va parler tout à l'heure. Oui. Une princesse qui est présentée par une autre princesse, Leila Adjovi, qui est avec nous. Bonjour Leila. Bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Leila Adjovi, merci d'être sur ce plateau. Alors, Patrick. Oui. Alors, lorsqu'on parle de Kanchicha, c'est sur les traces d'une ancienne reine, enfin une princesse qui a été déportée. Racontez-nous, pourquoi Kanchicha? Alors, l'œuvre s'appelle Kanchicha parce qu'on voulait parler des liens entre le Bénin
et le Brésil. Voilà. On voulait parler de ce patrimoine partagé, de cette espèce de famille qui a été dispersée par la violence de l'histoire, Oui. et surtout de nos spiritualités, de nos cultures qui sont allées de l'autre côté. C'est une coproduction entre Mansa, la maison des mondes africains, et la maison de production Dreamfield. Ce sont ces deux organismes qui m'ont sollicité, moi-même et ma co-autrice, qui s'appelle Joséphine Derobe, pour raconter cette histoire de Na Agontime, cette reine que vous connaissez, qui a été déportée pendant l'Ancien Dahomey. Et c'est donc l'histoire fictive de Dotou qui va la chercher. Oui, alors ensuite, vous vous êtes présenté, mais elle aussi, elle va se présenter, votre coproductrice. On suit cet élément rapidement. Salut Mansa. Je suis Leila Adjouvi, je suis artiste visuelle, chercheuse, autrice, réalisatrice. Je suis Joséphine Derobe, autrice, réalisatrice, artiste. Et ensemble, nous travaillons sur Kanchicha. Voilà, vous travaillez sur Kanchicha. Donc, vous avez parlé de ce raccordement entre cette princesse et le Bénin. Comment elle s'est retrouvée au Brésil? Racontez-nous un peu. Alors, ça, ce sont des récits qui viennent jusqu'à nous par la tradition orale béninoise. Oui. On sait que quand le roi Adandozan arrive au pouvoir, suite à l'assassinat du roi Agonglo, il y a un certain nombre d'intrigues dans la cour et qu'il y a un certain nombre de membres de la cour qui sont contraints à l'exil, qui sont déportés. Et donc, Naé Agontime fait partie des gens qui sont passés par le passage du milieu et qui sont ainsi arrivés et ont été mis en esclavage de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une histoire qui est aussi rapportée de l'autre côté, puisque Naé Agontime, cette princesse, aurait réussi à racheter sa liberté au bout de plusieurs années d'esclavage et d'exploitation, et elle aurait toujours continué à honorer le vaudou de sa lignée et fait beaucoup de fidèles autour d'elle. Elle a recréé un temple. Voilà. Elle a créé un temple Elle vaudou. a créé un temple vaudou qui s'appelle Casa das Minas, dans une ville du Brésil qui s'appelle São Luís de Maranhão. Et c'est un temple qui a cette particularité d'articuler les rites autour du vaudou Zomandonu, qui est, on le sait, le vaudou qui est lié à la lignée royale. Du coup, c'est un temple qui a des rites qui sont très spécifiques par rapport à d'autres rites syncrétiques dans les religions afro-cubaines, qui sont, comme on le sait, inspirées et syncrétisées à partir de nos spiritualités africaines. Et donc, ce temple, Casa das Minas, il est très particulier. Il porte encore la marque de cette femme qui est finalement un grand symbole, un symbole de la résistance culturelle, de la résilience de nos cultures et finalement du courage qu'il a fallu aussi pour survivre à un système dont on savait qu'il était une forme de totalitarisme, une forme d'oppression totalitaire. L'esclavage et la traite transatlantique, on le sait, c'est un des événements qui a marqué notre histoire de la manière la plus violente. Donc vous avez pris et de l'histoire et de tout ce qui est spirituel pour pouvoir créer un genre de tableau qui va permettre d'être exposé. Vous l'avez fait l'exposition, vous l'avez faite plutôt l'exposition au Brésil déjà. Alors, il s'agit d'une œuvre immersive. Il s'agit d'une projection à 360 degrés sous un dôme, sous un igloo. C'est un peu comme un dessin animé, une vidéo d'animation, un court-métrage qui dure 20 minutes. Et ça a déjà été effectivement lancé et projeté dans 2 villes du Brésil, São Paulo et Rio de Janeiro. La première africaine devait évidemment être ici au Bénin. Elle aura lieu le 13 janvier. Et nous aurons une diffusion qui se passera au Palais des Congrès, sous notre igloo, sous notre dôme, du 13 au 31 janvier. Cette diffusion sera accompagnée d'une exposition avec un certain nombre de visuels pour donner des petites informations pédagogiques à la fois sur le montage de cette œuvre, la personnalité, les attributs, les qualités de notre héroïne, Dotou, et aussi un peu de making-of sur l'œuvre. Donc on espère que cette œuvre, qui est une œuvre grand public, qui parle de nos traditions orales, de notre histoire, de nos patrimoines, on espère que les publics
petits et grands, se déplaceront au Palais des Congrès. On sait qu'en janvier, décembre et janvier sont des mois qui sont particulièrement riches sur l'agenda culturel béninois. Oui. Et j'espère que tout un chacun pourra venir prendre le temps. C'est une projection gratuite, donc j'espère que tout un chacun pourra venir prendre le temps de partager ce moment avec nous. On prend le rendez-vous et vous allez certainement revenir au, Et donc, j'espère que c'est pour le 13 janvier. Exactement, exactement. Je pense qu'on aura, d'autres séquences pour en parler, n'est-ce pas, toujours sur Bonjour le Bénin, Patrick Diosso. Oui, on aura d'autres séquences. Peut-être qu'on va recevoir aussi Joséphine Dérobé pour... J'espère que Joséphine d'Europe sera là pour vous en parler. J'espère aussi qu'au cours de la diffusion de cette œuvre, donc de la projection et de l'exposition, il y aura aussi une conversation qui pourra s'articuler avec les jeunes publics, mais aussi avec nos universitaires, pour reparler de ces questions de diffusion du patrimoine matériel et immatériel. Là, je pense que ce qui est inédit dans cette œuvre, c'est le mode de diffusion, l'utilisation de nouvelles technologies et du dôme, de ce mode d'expérience immersive pour partager notre histoire commune. C'est quelque chose qui est inédit au Bénin. Je suis particulièrement fière que notre pays soit le pays qui fera la première africaine, puisque cette œuvre est déjà promise à d'autres pays. On a déjà d'autres dates sur le continent et en Europe. Et pour moi, c'était particulièrement important que nos populations puissent découvrir cette œuvre d'abord, d'autant plus que avec cette coproduction Mansa, Dreamfield, mais aussi avec le soutien de nos partenaires, dont l'ADAC, nous allons préparer une version en langue fon. D'accord, super. J'espère... Justement, le personnage principal, c'est Dotou. Dotou, donc c'est une langue du Bénin. Bien sûr, il y aura des chants pour la partie sonore. Il y aura des chants en fond. Avec les sœurs Teriba qui participent à la mise en son. Il y aura évidemment aussi un grand musicien brésilien qui s'appelle Tigana Santana, qui aussi a créé des paysages sonores pour accompagner le spectateur dans ce récit. Son immersion, donc ce lien entre Bénin et Brésil, il se fait aussi à travers la musique. Et ça nous paraissait tout naturel, puisqu'on sait que la musique, le verbe a été une manière de transmettre nos cultures, de diffuser la mémoire. Le fait qu'il y ait ce lien musical entre Tatiana et Karina Issou, donc les sœurs Teriba, et puis Tigana Santana, des deux rives de l'Atlantique, faire résonner ces musiques-là au service de notre histoire, au service de Dotou. Ça nous paraissait important. Et oui, donc il y aura des chants en langue, une version où même la voix de l'héroïne est en langue fon, et puis une part belle qui sera faite à nos héritages et à la beauté de notre culture. Oui, et on a du plaisir à vous écouter. On pourrait même discuter jusqu'à demain par rapport à toute une journée à vous écouter. C'est très intéressant en tout cas. Mais ne m'écoutez plus, venez voir l'œuvre. On sera là. C'est dans quelques jours, enfin dans quelques semaines on va dire. Oui, dans quelques semaines. 13 janvier, 13-31 janvier. Oui, super. Merci Leïla, merci pour le passage et on espère que vous allez revenir pour qu'on reprenne encore contact avec cette œuvre. Oui, il faut surtout qu'on parle de Na Gontime. On a le sentiment que c'est une reine un peu oubliée là. Oui, alors... On n'en parle pas assez. Moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis contente de cette affirmation parce que il y a beaucoup de points dans l'histoire béninoise que je trouve extraordinaire, que je trouve plein d'histoires passionnantes qu'il nous faut partager. On sait que les étrangers, les Américains se sont emparés de certains pans de notre histoire avec des films hollywoodiens à gros budget. Il s'agit maintenant pour nous, je pense de notre côté aussi, de se réemparer de ces histoires-là. Et Na Gontime, elle est pourtant très connue au Brésil. Elle est très très connue. C'est un personnage qui est vraiment mis en valeur. Qui est vraiment mise en valeur. Donc je pense qu'il y a peut-être... il y a déjà des choses qui ont été faites bien sûr sur elle dans notre pays et j'espère qu'avec cette œuvre, on pourra, comme je le disais, avec Joséphine et puis avec nos publics petits et grands et puis nos universitaires, continuer à documenter sa vie, à la partager et à créer des ponts aussi entre probablement, je dirais, notre pays et le Brésil, entre Cotonou et Salvador, puisque pendant que j'étais
pendant que j'étais à São Paulo, récemment pour le lancement, j'ai rencontré une professeure d'université, Paola Barreto, qui m'a dit qu'il y a certains de ses étudiants qui font leur doctorat sur l'histoire de Nahagontimé. Donc si les Brésiliens s'emparent de cette histoire et la comptent comme une des leurs, je pense que de ce côté-ci par ici aussi, franchement, parce que Nahagontimé, c'est à la fois, on va dire, une reine-mère d'Aromé, une figure de résistance et de transmission culturelle. C'est aussi un point historique et spirituel entre le Bénin et le Brésil. Et le Brésil. Merci beaucoup, Leïla Adjovi. Merci d'être passée. On prend déjà le rendez-vous. Notez-le quelque part. Chers amis téléspectateurs, c'est le 13 janvier et ça va se passer pas loin d'ici. C'est au Palais des Congrès. Merci on va en reparler, c'est sûr. Patrick Jossou? Oui, on va en reparler. Ça, c'est très sûr. Merci pour le passage, Leïla Adjovi. Et on remercie aussi tous ceux qui nous permettent d'être connectés avec le passé, avec le présent et avec le futur. Le passé, le présent et le futur, c'est avec les enfants. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, et bientôt dans quelques heures, on sera à la fête de Noël. La fête de Noël, c'est avec des enfants. Nous n'allons pas parler avec un enfant, mais avec quelqu'un qui travaille avec les enfants, qui a commencé par Miss Noël. Miss Noël, qui est devenue Miss et Mystère intellectuel. On en parle dans quelques instants. Mais on va libérer Leïla. Merci. Leïla Adjovi qui va céder sa place au promoteur du festival Miss et Mister intellectuel quand l'art et la culture se donnent rendez-vous, bien entendu. Merci Leïla Adjovi. Vous venez avec nous, s'il vous plaît. Alors Patrick, le festival Miss et Mister intellectuel, on va savoir de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Oui, on va savoir de quoi il s'agit. C'est un festival qui a commencé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Miss Noël, des petits-enfants qui défilent pour la Noël. Et ce festival a permis à des enfants de faire des déclamations poétiques, de faire des danses traditionnelles béninoises, et puis des chorégraphies sont mises en groupe pour chorégraphies modernes. Mais il va nous en parler. Carlos. Bonjour monsieur. Oui, comment ça va? Je vais bien. Je suis Agassi Carlos. Oui. Carlos Agassi, qui a commencé cet événement il y a déjà 25 ans. Oui, presque. 25 ans presque. Oui, 5 ans presque. Sérieusement. Nous en sommes à quelle édition cette année? 25e édition. 25e édition, oui. En 2025. Nous existons depuis 33 ans. Oui, oui. Vous existez depuis 33 ans. Effectivement. Quand vous dites vous existez, vous étiez là déjà depuis 33 ans. En fait, il me dit qu'il vous trouve trop jeune pour ça. Ne te fie pas au physique. Hein? En tout cas, félicitations. Merci beaucoup, monsieur. Alors, comment cela a commencé? Dites-nous un peu. Depuis 33 ans, vous existez. C'est un cercle d'amitié. Présentez-nous votre association d'abord. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, madame. Oui, parlez un peu plus fort pour qu'on puisse... Le CRCJ est né de la volonté des jeunes d'un même quartier qui ont décidé de ne plus rester spectateurs de la situation vulnérable des enfants qui restent dans la solitude lors des périodes de fêtes. Oui. Alors, ils ont pris la décision de leur offrir un cadre d'expression, un cadre d'apprentissage, de réflexion et de valorisation. Oui. Alors, au début, ces jeunes mobilisaient les moyens dont ils disposaient pour offrir des repas, des cadeaux aux enfants du quartier. Oui. Donc, depuis 25 ans, nous avons franchi une étape. Désormais, nous organisons des activités éducatives et socioculturelles. Oui. Ces activités, notamment le concours Miss et le Mystère intellectuel. Nous avons aussi la semaine de réflexion qui se déroule en août et septembre, fin août et début septembre. Le concours Miss et Mystère intellectuel cherche à mettre en valeur l'éloquence, l'intelligence des enfants. Éloquence et intelligence des enfants. Des enfants. Oui. Et nous cherchons que ces enfants aient la responsabilité citoyenne, surtout. Oui. Et qu'en période de fête, qu'ils ne passent pas ces périodes seuls, mais avec nous. Donc, depuis près de 2 mois, nous travaillons déjà avec les enfants. Donc, ce n'est pas que vous les rassemblez juste pour le 25 décembre. C'est l'aboutissement d'un processus, en fait. Effectivement. Et donc, le final, c'est demain. Non, le samedi 27. Samedi 27. Oui, effectivement, à l'ENEAM.
il y a la phase de présélection. Il y a des tests de connaissances sur des épreuves mathématiques et françaises. La grande finale, bon, comme je vous l'ai dit, ça va se dérouler le samedi à 13h à l'ENEAM de Bégamé, ici à Cotonou. Oui, ça c'est le lieu le lieu et quand ça va se dérouler. Maintenant, comment cela va se dérouler? Puisque vous avez déjà franchi toutes les étapes, le samedi, les enfants viendront simplement humer l'air ou bien comment ça va se passer le samedi? Non. Il y aura toute une organisation parce que chaque année, nous mettons en place un comité d'organisation qui prend en charge l'organisation rigoureuse de l'événement. Oui. Donc, ce jour-là, vous aurez aussi droit à des discours d'éloquence, vous aurez droit à un débat contradictoire sur le thème de l'année. Notre thème de l'année, c'est « Enfant, où est ta place dans la société ?» Oui, enfant, où est ta place dans la société, le thème de cette année 2025. Voilà. Et il y aura un débat contradictoire entre des enfants qui vont... des jeunes. Oui. Des jeunes enfants. Des jeunes enfants. Durant l'année 2025, durant la semaine de réflexion, nous avons déjà débattu sur ce thème et avec des professionnels et nous sommes arrivés à la conclusion que l'enfant est acteur de la société. L'enfant n'est pas spectateur. Alors, c'est sur cette base que nous nous sommes posés pour établir le thème de l'année prochaine, l'année 2026, qui sera enfant, soit acteur du changement. Ok, d'accord. Donc vous avez déjà projeté le thème de l'année prochaine. Effectivement. Et cette année, c'est enfant, où est ta place dans la société. Et l'année prochaine, enfant, tu es acteur de la société. Soit acteur du changement. D'accord. Et donc, je reviens encore sur les petites activités. Donc, il y aura ce débat et il y aura toujours le défilé, non? Le défilé il y aura le défilé. Il y aura le défilé. Il y aura des passages en tenue traditionnelle. En tenue traditionnelle selon les origines des enfants. Des enfants. Voilà. Okay. Il y aura aussi un défilé en tenue moderne. Il y aura les danses traditionnelles aussi. Oui, je me souviens d'une année où il y a eu pour chaque enfant des danses, le zenli, le toba, le kienkoumé, selon leur origine, le goubé, etc. Les enfants ont dansé, ils étaient même dans leur tenue traditionnelle. Et après, vous avez pu rassembler les enfants pour créer une chorégraphie moderne. Je ne sais pas si cette année, il y aura encore cela. Oui, c'est l'ouverture de l'événement. Et chaque année, voilà, et les enfants font toujours une parade, comme vous l'aviez dit, une chorégraphie. Et c'est ça qui marque l'ouverture. Et aussi, cette grande finale marque la clôture de nos activités cette année. Après cette finale, il y aura plus d'activités durant l'année 2025. Et ça fera à l'année prochaine. Très bien. Festival Miss et Mystère Intellectuel, Patrick Diosson, on prend tous le rendez-vous. C'est pour, rappelez-nous, le samedi. C'est pour le samedi 27 décembre 2025. À partir de 13h. Et ça va se passer où précisément? À l'ENEAM de Bégama, à partir de 13h. Prenez le rendez-vous. Un moment assez fun à passer, en famille aussi, pourquoi pas. On peut venir, non? Oui, papa, maman avec les enfants, ça ne concerne pas seulement les enfants, non? Tout le monde est Tout invité. le monde, voilà, allez, on y va, on s'éclate, on prend le rendez-vous. Patrick, un rendez-vous que je ne vais pas tu y vas avec Judith, non? Certainement. Allez, merci. Oui, c'est fini pour événement à la une de ce jour, n'est-ce pas? Oui, ce sera tout. On va se donner rendez-vous demain, 25 décembre 2025, pour un moment festif avec nos bouts de chou, avec nos enfants, qui vont vous montrer en tout cas de quoi ils sont capables. Et Dieu sait que nos enfants sont super intelligents, ils sont capables de tout. Il suffit de les mettre dans un environnement, n'est-ce pas, qui éveille, qui réveille, on va dire, la créativité, le génie qu'il y a en eux. Vous le verrez demain. Prenez le rendez-vous, toujours sur Bonjour le Bénin, 7h, 9h. Patrick, à demain. Place maintenant à Bénin en mouvement. Elle nous attend déjà impatiemment. Elle, c'est qui? C'est Ghislaine Bamidele Adimi. Eh oui, Ghislaine. Maman Noël. Parce qu'elle aime bien les cadeaux. Maman Noël. Parce qu'elle aime bien les présents. Elle se propose ce matin de nous parler de Noël et des cadeaux, n'est-ce pas, Ghislaine? Bien évidemment, il n'y a pas de fête de Noël sans cadeau. Sans cadeau, exactement. Il n'y a pas de fête de Noël sans cadeau. Pour commencer, Rachida, mon cadeau. La promesse, c'est une dette. Ton cadeau, c'est quoi déjà? C'est l'amour que je te porte, ma chère Ghislaine. Il n'y a pas de cadeau plus grand que cet amour, cette affection, cette chaleur. Bon, ça...
Allez, Noël et les cadeaux. Au piège. Ça, c'est pour me prendre au piège. Je ne Noël, vais pas te lâcher, Rachida. Tu vas me remettre mon cadeau. La première, c'est une dette et les téléspectateurs étaient témoins. Exactement, ils en sont témoins, Ghislaine. Alors donc, on va plonger avec toi dans l'ambiance des cadeaux. Oui, dans l'ambiance des cadeaux. Est-ce que c'est une obligation d'en offrir? Quel cadeau faut-il offrir? Justement, exactement. Noël, la fête est là, tout le monde se prépare, c'est l'effervescence totale. C'est vrai que certains ont déjà choisi les cadeaux, mais est-ce qu'ils ont pris la peine de choisir les cadeaux qu'il faut pour impacter réellement les enfants? C'est ce dont nous allons discuter ce matin avec quelqu'un qui s'y connaît en matière d'éducation. C'est le docteur Alironou. André Alironou, le psychoclinicien. D'accord. Bonjour, chef Psy. J'espère que vous n'êtes pas là aujourd'hui pour entrer dans nos têtes. Hein? Non, vous aviez on est là pour un tout autre exercice. Il a dit que vous avez eu un bonnet. Donc, il ne peut pas entrer dans votre tête avec ce bonnet-là. Ça marche. Alors, docteur Alironou, c'est Noël. Et nous aimons tous les cadeaux. En tout cas, nous qui avons l'âme des enfants, nous aimons tous les cadeaux. Les enfants adorent les cadeaux. Mais en tant que professionnel de la santé, de l'éducation, vous avez l'habitude de faire comprendre qu'il faut savoir choisir les cadeaux. Pourquoi savoir choisir les cadeaux? Pourquoi ne pas donner tout ce que l'enfant veut, on lui donne? Oui, c'est très intéressant de parler de cadeaux, surtout en cette période où ça devient un peu, si on enlève le côté mercantile, ça devient une tradition, une obligation pour tout le monde. Il y a juste à prendre des garde-fous avant de choisir un cadeau ou d'offrir un cadeau à un enfant. D'abord, il faut savoir que chaque enfant est unique et que le cadeau doit correspondre à l'enfant. Donc, dans le choix du cadeau, je ne dirais pas obligation, mais nécessité. Si on a, il faut savoir que le cadeau doit venir pour d'abord amuser l'enfant, l'éduquer et stimuler son imagination. Donc, si obligation il doit avoir, c'est dans ces trois caractères-là. Maintenant, le cadeau, ça demande aussi de l'argent. Donc, est-ce qu'on en a? Mais le cadeau que vous offrez à l'enfant doit pouvoir correspondre à l'enfant, correspondre à son âge, à son sexe, à son développement. Donc, il faut forcément que ça rentre dans son intérêt. Voilà pourquoi c'est important de choisir le cadeau en tenant compte de l'enfant. Avant, les parents ne demandaient pas l'avis des enfants avant de leur offrir des cadeaux. Quand tu es fille, c'est systématiquement une poupée. Quand tu es garçon, c'est soit un fusil, un camion et tout ça. Un vélo et autres. Mais est-ce que déjà ces choix de cadeaux ne conditionnent pas l'enfant? Oui, par exemple, quand on dit chez nous que la femme est faite pour être à la maison, être maman, en offrant déjà une poupée à un enfant tout petit, à une fille, est-ce qu'on n'est pas en train de la conditionner à devenir une mère, à apprendre à devenir maman et tout ça? Non, c'est exactement cela, parce que quand vous comprenez que le cadeau que vous offrez à votre enfant, parce qu'on l'a dit, le cadeau doit être... On doit l'offrir avec beaucoup d'amour. Oui. Donc quand vous offrez, c'est un message que vous passez à l'enfant. Et si systématiquement, sans prendre son avis, je peux être une fille et ne pas avoir besoin d'une poupée ou ne pas aimer une poupée. La poupée que vous m'avez donnée, ça peut ne pas être cette poupée que je veux. Ça peut ne pas être cette couleur. Donc il y a importance de consulter l'enfant. Mais c'est vrai que ça passe un message. Et dans ce message, il ne faut pas que les parents, on avait l'habitude de se mettre au-dessus. C'est nous, on veut dire quelque chose. Ah, voilà. C'est pour ça que je dis, il faut écouter l'enfant. Écouter, ce n'est pas parce que pour offrir un cadeau à un enfant de moins d'1 an, comment je vais lui demander quel cadeau tu veux? C'est ça. Donc, mais écouter l'enfant, c'est, en tant que parent, j'observe mon enfant, je sais ce qu'il aime. Et comme on dit, le cadeau doit l'amuser, doit, comment on appelle, stimuler son intelligence, l'éduquer. Donc, qu'est-ce que mon enfant a besoin maintenant pour son développement équilibré? Et il ne faut pas offrir pour conditionner. Il ne faut pas offrir des cadeaux, j'aime dire même des cadeaux conditionnés. Ou parce que tu as fait ci, c'est ça que je t'offre. J'avais pensé te donner ci, mais je ne peux plus te donner. Tu es trop énergique, je ne peux pas t'offrir un vélo, tu risques d'aller te casser les pieds, etc. Il ne faut pas toujours mettre les conditions dessus. D'accord. Le cadeau, c'est un moment où on planifie quelque chose avec son enfant. On s'entend encore pour essayer de grandir un peu plus. Donc, ne mettons pas derrière des messages de conditionnement. Mais quand on parle à l'enfant, quand on lui demande ce qu'il veut, est-ce que ça n'entrave pas un peu l'effet surprise aussi? Parce que moi, je me souviens, à l'occasion de Noël, c'est vrai qu'on ne le fait plus maintenant, c'est au petit matin du 25 décembre que je me rends compte qu'il y a un cadeau, voilà, qui vous plaisait.
Oui, bien sûr. Bon, pas toujours. Disons-le clairement, pas toujours. Voilà. Pas toujours. Et c'est ça le piège. Parce que quand vous offrez, il faut que l'enfant puisse jouer avec. Il faut qu'il puisse se l'approprier. Et il faut qu'il puisse être valorisé à travers ce que vous lui donnez. Ouais. Quand vous faites l'effet de surprise comme ça, que l'enfant se retrouve dans le cadeau, c'est-à-dire que vous avez pris le temps de l'écouter discrètement. D'accord. Toute l'année, on l'observe, on lui parle. On peut même initier une discussion anodine avec ça. On est en train de... Il ne s'attend pas forcément. J'ai pas assez d'argent cette année pour... vous saviez que... Et vous êtes, mais si tu devrais avoir cadeau, qu'est-ce que tu aurais voulu avoir? Et ils vont faire la liste. Et dans la liste, on choisit. Ils vont faire un truc et puis vous regardez... Vous lui offrez quelque chose auquel il ne s'y attendait pas. Il se disait, c'est ça que j'aurais voulu avoir, mais papa, maman, ils n'ont pas les moyens. Mais ils découvrent ça au matin. Ça, c'est une bonne surprise. Ça valorise l'enfant. Donc, quand vous ne prenez pas en compte ses besoins, ses intérêts, vous contribuez à la dévalorisation, aux baisses de son estime, de sa confiance en lui. Parce qu'il ne va pas jouer avec, ça ne va pas contribuer à son développement. Il peut l'accepter à contre-cœur. Non, il va l'accepter parce que c'est un cadeau. Mais ça va être utile à quoi? C'est vrai qu'il y a des jouets parfois qu'on achète et qui traînent là. Vous remarquez que l'enfant, il ne joue pas avec, en fait. Et l'autre piège, c'est que c'est la période par excellence où les parents aussi, on achète des cadeaux pour se débarrasser. Voilà, tu as tes jouets, va jouer avec. Quand vous achetez un cadeau ou un jouet, il faut que vous-même, vous appreniez le fonctionnement du jouet. Et prendre le temps de jouer avec lui, c'est obligatoire. Exactement. Il faut jouer avec lui. Si c'est un petit vélo, je joue comment avec lui, par exemple? Il faut l'attraper pour l'initier. Vous attrapez le vélo, le guidon avec lui. Les petits bouts de chou, ils pensent qu'ils sont tellement grands, ils veulent... Non, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, ils veulent se débrouiller. Ils veulent se débrouiller tous. Ils veulent être le commandant à bord de leur petite camionnette. Oui, tout là. Mais quand on parle d'impact des cadeaux sur les enfants, aujourd'hui, il y a de cela quelques années, les gens commençaient à refuser qu'on offre des fusils. Des jouets fusils aux enfants parce que ça les conditionne à devenir des bandits. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une façon de les conditionner à devenir des agents de sécurité? Non, pas forcément, pas forcément. Il faut dire que le cadeau, comme on l'a dit, joue énormément sur la maturation, la formation psycho-affective de l'enfant. Le cadeau a un rôle social, le cadeau a un rôle éducatif, le cadeau a un rôle, j'ai envie de dire, moteur et cognitif. Donc, quand vous envoyez déjà, vous voyez votre enfant assez violent, assez agressif, assez énergique, il a beaucoup d'énergie qu'il dépense, il est très agressif et puis vous lui offrez un fusil, ou bien un couteau, des choses comme ça, vous contribuez à son agressivité. Et je dirais peut-être, le cadeau que vous aurez à lui offrir à cet enfant-là, peut-être c'est l'inscrire dans un club de sport. C'est aussi un cadeau, ce n'est pas forcément des jouets, ce n'est pas forcément des objets. Ça peut être un jeu, ça peut être une activité. Donc, lui offrir un club de sport où il ira une fois par semaine, une fois 2 semaines pour dépenser cette énergie, ça s'agit et c'est aussi possible. Donc, attention à, comme on dit, ce sont des enfants, ils sont en formation, la personnalité est en formation. Donc, quand vous lui donnez des renforcements sur un certain pli, il va le prendre. Donc, ce n'est pas forcément tous les enfants à qui on offre des fusils qui deviennent des délinquants ou qui vont devenir des policiers, etc. Mais ça a beaucoup changé. Hein. J'ai remarqué que les parents ne commettent plus cette erreur-là. J'ai remarqué que les jeux qui peuvent inciter l'enfant à l'agressivité, les parents l'évitent beaucoup. Avant, on pensait que bon, c'était assez fan. Les enfants pouvaient jouer avec parce que les parents aussi, on était à l'époque accro de films de karaté, Jackie Chan et autres. Voilà, donc du coup, aujourd'hui, franchement, il faut saluer ça chez les parents, mais il reste vraiment à choisir le cadeau qu'il faut à l'enfant. Et chaque parent devrait, Ghislaine Adimi, comme tu l'as dit ce matin, faire en sorte que l'enfant ait le cadeau idéal, celui qu'il faut, celui qui va lui être utile. Et même aussi les jeux de société. Il y a des parents qui achètent des jeux de société, mais qui ne jouent pas avec les enfants. Les jeux de construction. Mais je vous donne un exemple, moi. Je prends mon cas. J'ai un petit garçon un peu excité, là, qui généralement n'est pas souvent concentré, très intelligent, brillant, mais qui un peu distrait. D'accord? Et donc, du coup, on m'a conseillé de lui acheter un jeu de construction pour l'encadrer un peu, pour l'amener à mieux se concentrer. Mais je vous assure, mais ça a été très instructif parce que je l'ai observé et j'ai observé que mon garçon manquait de patience.
face au jeu. C'est-à-dire, il a tellement envie de bien faire que tout de suite, on a le sentiment qu'il a un conflit. Il est énervé, il regarde le jeu, il dit non, mais... J'ai compris en réalité, c'est à ce moment-là que j'ai compris que il faut vraiment observer les enfants et à chaque enfant correspond un type de cadeau. Un type de cadeau. Franchement, et ça l'a beaucoup aidé. Oui. Aujourd'hui, il le fait tout seul. Il ne s'énerve plus, il n'est plus colérique face au jeu. Et donc, j'ai remarqué que ça a travaillé quand même. Sa concentration. Voilà, sa concentration, il est plus concentré. Son estime. Voilà, son estime. Surtout. Et tout comme Rachida, j'ai fait l'expérience avec ma fille aussi. Elle, c'est avec les puzzles. Au départ, c'était difficile. Mais avec le temps, tu lui donnes un coffret de puzzles ici, en 1, 2, 3 mouvements, mais elle va te montrer ça. Et c'est important parce que il y a des puzzles selon l'âge. Selon l'âge. Et tout doucement, c'est elle-même qui m'a guidé à lui choisir vraiment maintenant des puzzles. On ne va plus avec les grosses pièces, on va avec les petites pièces parce qu'elle cherche aujourd'hui maintenant à se donner des défis. Exactement. J'ai trouvé ça vraiment... Moi, personnellement, je n'aimais pas cette... Non, mais ça agit sur la personnalité aussi de l'enfant. Ça agit sur sa personnalité. Exactement, exactement. Et l'autre aspect que je voudrais souligner ici, c'est la sécurité et la durabilité des cadeaux. Il faut que l'enfant, quand vous prenez un jeu de puzzle, ce n'est pas qu'il joue une fois et puis il trouve ça dépassé, qu'il n'a plus envie de revenir dessus. Il faut qu'il rejoue avec, parce qu'il a résolu le problème une fois, il faut qu'il se réexerce encore. Maintenant, que le cadeau soit sécurisant, c'est que l'enfant ne se blesse pas avec. Que quand le matériel ou ce avec quoi on a travaillé, ce cadeau, ne soit pas un danger pour l'enfant. Un danger pour l'enfant. Donc, quand on parle des vélos, par exemple, selon l'âge de votre enfant, vous lui achetez un vélo qui va jouer en plein air. Il faut que ça corresponde. Si il en est tellement excité qu'il va dehors, vous n'êtes pas là, ça peut amener d'autres choses. Donc, il faut vraiment faire attention à cela aussi. Vraiment, c'est très instructif. Rachida, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, sinon c'est le moment de donner la parole à notre invité pour qu'il va s'adresser aux parents par ici. C'est la veille de Noël, c'est sûr que certains ont déjà fait des choix, mais il y en a qui hésitent encore. Et certains qui peuvent encore peut-être changer leur choix après vous avoir écouté. C'est important, le cadeau, dans la vie de l'enfant. Et vous faites bien de lui choisir un cadeau, mais vous ferez mieux encore si vous l'associez. Il faut que le cadeau, comme c'est pour lui, il faut que ça raconte son intérêt et ses besoins. Mais que le cadeau soit adapté à son sexe, à son âge. Et faites offrez à l'enfant ce que vous pensez, vous pouvez lui offrir. Ne vous mettez pas de pression pour un cadeau. Donc, je ne parlerai pas d'obligation, mais de nécessité. Alors, chers parents, c'est la période par excellence. Si vous pensez que vous êtes capable de le faire, faites-le pour le développement de votre enfant, pas pour la Noël. Ne conditionnez pas ce cadeau pour lui. Je vous remercie. Voilà, tout est dit, mais il n'y a pas que les enfants qui doivent avoir des cadeaux. Justement, c'est vrai. Puis, tout à l'heure, je réclamais mon cadeau. Les adultes peuvent aussi avoir de cadeaux, n'est-ce pas, à Noël? Qu'est-ce que papa peut offrir à maman? Qu'est-ce que maman peut offrir à papa? Et qu'est-ce que tata peut offrir à tata? C'est de changer d'air. De changer d'air. Comme on a dit, les cadeaux, vous voyez, pour les enfants, c'est surtout des jouets, des objets. Mais il y a aussi des cadeaux qui peuvent être des jeux, qui peuvent être des activités. Entre parents, on peut s'offrir un week-end. On peut s'offrir, un livre, oui, pourquoi pas. Les livres, c'est aussi pour les enfants. Pour les enfants, mais les adultes aussi, on peut s'offrir une virée, un week-end. Allez, on laisse les enfants à la maison, on sort de la maison. Non, jour de fête, on va dans un cadre, oui. Jour de fête, on va laisser les enfants, c'est pas évident. Ça, c'est en famille. Ça, c'est vrai. Le meilleur cadeau des adultes sera offrir un espace d'échange, de discussion. Noël, c'est une fête familiale. On laisse pas les enfants, faites pas comme moi. Je me suis laissée aller. Elle a pensé aux vacances déjà. J'ai pensé aux vacances. Merci en tout cas, Ghislaine Adimi. J'espère que vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs. C'est la raison d'être de cette émission. Vous informer, vous guider, vous aider à mieux faire, à mieux opérer des choix. Et donc, sachez-le, à partir d'aujourd'hui, on n'offre pas un cadeau à un enfant pour le simple plaisir de le lui offrir. Et surtout, ne vous endettez pas aussi pour offrir des cadeaux. C'est très important parce que la pression sociale fait souvent qu'on s'endette pour offrir des cadeaux aux enfants. Et on s'irrite quand l'enfant utilise mal le cadeau. Et quand on écoute les enfants, on n'a pas besoin de sortir toute une fortune. Hein. Nos enfants ne demandent pas autant. Aujourd'hui, il y a des jouets qui coûtent tellement moins cher. Avec 5 000, vous avez déjà un bon jouet pour les enfants. Voilà, et en plus résistant. Merci, monsieur le psy. Merci à vous. Merci de nous avoir aidés ce matin. Maman Noël.
Oui, ma chère Ghislaine. Vous avez quoi dans la JBC pour demain? C'est une surprise. Ok, d'accord. Maman Noël ne dévoile jamais ce qu'elle a dans son sac. Allez, à demain pour la surprise. Merci. Et on retrouve à présent, heureuse d'annoncer, à présent qu'on a parlé des cadeaux, il faut dire que Noël, ce n'est pas que les cadeaux, on se régale aussi. Qu'est-ce qu'il faut manger à l'occasion de la fête de Noël? Des repas sains pour une famille saine, c'est tout de suite. Comment allier plaisir, équilibre et gourmandise sans surtout culpabiliser à l'occasion de la fête de Noël? C'est avec ma chère Heureuse d'Anandé. Bonjour Heureuse. Maman Noël. Ah oui, c'est Ghislaine qui m'a baptisée ce matin. Et je confirme ça, en tout cas. Alors, très bien repas habillée. de Noël, merci. Comment manger ça? Ah oui, on va parler de ça avec notre nutritionniste maison, Patrick Zivoedo. Merci d'être là ce matin. Merci, bonjour. Bonjour à vous. Alors, repas de Noël, comment manger sain? Il y a déjà tellement d'images, tellement de publications sur les réseaux sociaux par rapport au menu qu'offrent les restos, les hôtels. Exactement. Mais est-ce que ces menus-là ou ce menu-là respecte la santé qu'il faut avoir tout le temps? Est-ce qu'ils essaient de faire le lien entre la santé et la fête? Nous allons faire le débat avec vous ce matin. Alors, lorsqu'on parle de repas de fête, pourquoi ces repas sont souvent si riches? Oui, ces repas sont souvent si riches parce que c'est la fête, c'est la folie. Donc, effectivement, on veut manger ce qu'on ne mange pas tous les jours. Voilà, et on a envie de goûter tous les plats. Donc c'est des aliments, selon moi, ce n'est pas des aliments riches. Hein. Ah. Non, selon moi, c'est des bourratifs. C'est riche à la vue, en fait. C'est riche à la vue. C'est riche à la vue, mais c'est dangereux. C'est dangereux pour la santé, mais l'organisme en a besoin par moment. Mais voilà, j'allais le dire, comme dirait l'autre, c'est une seule fois. Une seule fois. Ou peut-être 2 fois dans l'année. Très bien. Voilà. Donc, quels sont les risques liés alors à cet état de choses? Alors, il y a les risques alimentaires, l'intoxication alimentaire. Vous verrez qu'après la fête, les hôpitaux se remplissent. Et la majorité... Les pharmacies aussi. Les pharmacies. C'est un bon business, c'est bon. Parce qu'il faut toujours cause à effet. Donc, ce qui est un peu extraordinaire, que après les fêtes, on ne se maîtrise pas devant les plats. On fait l'excès. On est dans l'excès. On mange tout et n'importe quoi. Voilà. Et j'attire l'attention de tout le monde que pendant les fêtes, c'est un changement de chiffre. Tout simplement. Tout simplement. Donc, il faut qu'on sache qu'on vieillisse. C'est ça, ouais. Donc, on doit être dans la maintenance et l'entretien et non dans la croissance. Il y a certaines personnes qui retournent à la croissance croyant qu'ils ont encore 10 ans, 15 ans. Mais ils ont des projets. Quand tu as des projets, il faut l'énergie pour travailler. Bien sûr. Et l'énergie, c'est ce que tu manges. Effectivement. Et sur le plan spirituel, métaphysique, tout ça, c'est lié à l'énergie. C'est ça. Donc, nous devons revoir notre alimentation pour continuer notre mission. Mais est-ce que c'est franchement possible de manger, de se faire plaisir ce jour-là, déjà demain, à Noël, sans risque sur la santé? Bien sûr. Comment on pourrait procéder? Est-ce que vous avez un menu type à nous proposer? Pour les enfants ou bien... Oui, non, pour les enfants, c'est la fête des enfants quand même. Alors, pour la famille, on va dire. Pour les enfants, il y a déjà la menthe. D'accord, là vous êtes dans le jus. On va dresser le menu. Oui. On commence par l'entrée. L'entrée, oui. Oui, qu'est-ce qu'on peut mettre en entrée? En entrée, il y a sirop de menthe. D'accord. À l'ananas, à purée d'ananas. Sirop de menthe à purée d'ananas, un peu comme ces images que nous avons. D'accord. Voilà. Donc c'est déjà ce qu'on peut faire. Comme c'est les enfants, j'accepte les glaçons. D'accord. Et voilà, les feuilles de menthe sont fraîches. Et l'ananas. Oui. Et plus les glaçons, un peu de glaçons. Et vous passez aux moulinettes. D'accord. Et vous obtenez une purée. Le rôle de la menthe, Et qu'est-ce qu'on ajoute là? C'est quoi ça? Ça, c'est un additif. C'est un additif. C'est peut-être une arôme. Une arôme, voilà. Là, on fait la pression, voilà. La purée même, c'est ça. Et vous voyez comment c'est
C'est comme Smurfy, c'est épais. Ouais. Et voilà. Et vous prenez un peu, donnez ça à l'enfant, il prend ça en entrée. OK. Comme jus. Et ça peut être, être fait pour toute la famille? Ça peut être fait pour toute la famille? Toute la famille, mais chez les personnes âgées, on enlève la glace. D'accord. D'accord. Chez les enfants, on consomme la glace. Avec la glace, d'accord. Et chez les personnes âgées, on met un peu de curry dedans, ou bien du curcuma. OK. Dans le jus, là? Dans le jus, oui. Bah, ça va donner quoi? Parce que quelle couleur, là? l'ananas est sucré. Ah ouais. C'est un fruit à index glycémique élevé. D'accord. Et quand on compte, l'être humain, quand il est au contact du goût, il s'oublie. Ouais, effectivement. Il dit, ah, le jus est bon, hein, donnez-moi encore. Et on est tenté d'en prendre à nouveau. Le curcuma est là pour atténuer. D'accord. Ça empêche d'en prendre. Ce goût amer peut-être pourrait faire ralentir les choses. Bien sûr. Dans l'organisme aussi. Ça joue un rôle anti-inflammatoire. D'accord. Parce que la personne est âgée et il a constaté, parce que la présence du menthe et d'ananas, ça donne du bon goût. Et le goût, l'être humain aime le goût. C'est ça. Alors, donnez-moi 2 verres, 3 verres, 4 verres. Mais mettez toujours du curcuma, là, vous anticipez. Effectivement. Voilà. Alors, on descend. Après l'entrée. Oui, après l'entrée. Oui. Il y a, comme c'est des enfants, il y a la salade de pommes de terre sautée aux coquillettes. D'accord. Voilà. Salade de pommes de terre sautée aux coquillettes. D'accord. Donc, vous avez votre coquillette à blé dur. D'accord. Bon, à blé dur, quand vous achetez, il faut lire. Ils mettent blé dur, blé tendre. Donc, il faut prioriser blé dur. Blé dur. D'accord. Blé dur, c'est gorgé de vitamines. Bon, on n'est pas là pour une publicité, parce qu'il y a des pâtes alimentaires sur lesquelles on écrit blé dur, 100% de qualité supérieure. Donc, il faut lire ça. Les gens ne lisent pas. Il faut préférer ça. Il faut préférer ça. D'accord. Les gens ne lisent pas, ils achètent seulement. Moi, quand je vais au marché coquillette, c'est coquillette. Ma chère, c'est réellement ça. Franchement. Voici mes verres. Je choisis, je prends. Ah, c'est coquillette, oui. Je prends, je remplis le panier. Ah, donc, il faut lire. Il faut lire. Et c'est écrit... blé dur. Blé dur. Qualité supérieure. Et c'est ce qu'il faut prendre. Il faut prendre. Oui. Il y a des marques, il y a des noms. Bon, on Bien sûr, on ne va pas appeler les noms ici. Voilà. Je sais que le Bénin, il y a des industries, une particulièrement locale qui en produit. Très bien. Et quand vous regardez effectivement l'étiquette, c'est bien précisé. Voilà. Blé dur, blé avec tendre. même le temps de cuisson. Très bien. Tout ça pourrait aider. Et souvent, les blés durs, leur mode de cuisson, c'est 5 à 7 minutes. C'est rapide. Effectivement, j'ai lu ça. Il y a 7 minutes dedans. Il y a 5 minutes, il y a 7 minutes, effectivement. C'est rapide. Alors, si c'est ça qu'on appelle cuisson al dente. Ce ne serait pas trop cuit. Et là, la digestion se normalise. D'accord, d'accord. Nous avons des images de patates douces et autres là qu'on pourrait, on pourrait également voir. Je crois que la réalisation va nous aider à voir voilà, ça. La patate douce. Voilà, de terre, merci beaucoup Timothée. C'est la pomme de terre. Oui, ça c'est la pomme de terre. On peut remplacer la patate douce par la pomme de terre. Bien sûr. D'accord. Là, c'est déjà sous forme de sauté. D'accord. Donc, et quand on dit sauter, les gens ne savent pas la nuance entre sauter et frit. D'accord. Quand on dit sauter, il faut partir de la vapeur d'abord. Cuisson à la vapeur, et tu mets une poêle, une petite quantité d'huile végétale, de bonne source, notre agonimi, notre agonimi, c'est bon. Très bien. L'huile d'olive. Non, ma chère, oublie d'abord. On n'a qu'à garder notre agonimi. C'est de bonne source, et à distance, on sent l'odeur de l'arachide. Alors, vous sautez ça maintenant, et vous verrez que quand on saute, les bordures sont un peu calcinées. Oui. Et c'est comme si on a préparé à vapeur. OK. Et quand tu touches, le chaud sort dedans. D'accord. Et facilement, tu consommes pommes de terre sautées à la vapeur. OK, d'accord. Donc, désormais, mesdames et messieurs, pommes de terre, là, ce n'est pas, on va pas verser ça dans l'eau comme elle le fait là. On va sauter à la vapeur. Voilà. OK, là, ça garde tous les nutriments. Très bien. Déjà dans l'aliment même. Et non dans l'eau. Et c'est très digeste parce qu'en mangeant, il faut penser à digérer ce que tu manges. C'est ça. Quand tu ne digères pas, tu n'as pas bien mangé. OK. C'est dans la digestion que l'absorption se fait. Et le foie bénéficie des vitamines, fait le dispatching. Voilà un bon plat, des aliments que nous avons comme ça. Donc, quand on a sauté notre pomme de terre, il y a aussi la salade. On doit sauter maintenant les coquillettes. D'accord. Et les coquillettes ici, il faut les dorer.
Et quand on dit doré, Oui. c'est rien que tomate, oignon, carotte. Il faut que la coquillette sorte d'une couleur rouge Ah, d'accord. pour sauter. Parce que les enfants aiment ça. Quand ils voient que c'est rouge, Oui. La couleur change La déjà couleur change. par rapport au quotidien. Très Ils bien. sont attirés. voilà. Donc, il faut dorer les coquillettes avec de la carotte. Carotte, Oui. tomate, oignon, ail Ok. et du potiron. On met le mélange, on fait le mélange ensemble et on passe à au bouillon, c'est ça? Très bien. Tu Ok. associes carotte, c'est-à-dire tout ce qui est rouge là. Oui. Tomate, carotte, potiron. Oui. Tu prépares à vapeur. Ok, ah d'accord. De à vapeur, tu passes aux moulinettes, tu obtiens la purée. Ah d'accord. Et ça a l'aspect de tomate en boîte. Ok. Et c'est ça, avec ça que tu vas sauter maintenant ta coquillette. Ah mais ça. Et ça? Ça c'est une entrée. Il y a beaucoup de mayonnaise là. hein? Beaucoup de mayonnaise, bon, Ouais. comme c'est des enfants. Comme c'est les enfants, Ils ont d'accord. un bon métabolisme, Ouais. ils aiment ça. Mais il faut qu'on saupoudre un peu de curcuma, de curry. Ok. Pour atténuer, parce que la mayonnaise, c'est inflammatoire chez Donc, les enfants. Ça peut d'accord. provoquer la diarrhée, la constipation, si c'est de trop. Ok. Il faut qu'on commence par habituer nos enfants à retenir un peu certaines choses. Certaines choses. Sinon, trop de mayonnaise, c'est pas bon pour le système nerveux. C'est ça. Oui. Maintenant, venons comment on appelle, après l'entrée, Oui. la résistance, on a le dessert. On a le dessert. Oui. Voilà. Ou il y a un autre plat de résistance. Oui, il y a un autre plat de résistance. Et il y a, tu sais, pendant les fêtes, il y a du le riz. En fait, Ça manque pas. Je vous observais depuis. Parce que le riz ne doit jamais manquer. hein. Et je vous dis, lors des fêtes de Noël, là, les enfants, ils sont venus à la maison et bien on dit, mais franchement, l'école ne comprend rien, mais quand il y a fête, c'est le riz. Mais c'est le meilleur plat, en fait, qu'on fait facilement et puis tout le monde aime ça. Aime ça, ouais, ouais. Alors, le riz. Le riz, voilà. Oui. D'abord, il faut partir du bon riz. Oui. Nous avons- Partie du bon riz. Oui, nous avons le riz de la montagne, OK. le riz à l'épeautre, le riz rouge, le riz Ibo. Ah ouais, Le riz Ibo, c'est ça qui est à la portée de tout le monde. Ouais. Et c'est le meilleur riz. Ah. Oui. Le riz parce que nos dames prennent pour faire atassi, là. Très bien. Les dames de Djougou, Oui, du oui, Nord, oui, là, bien sûr. bon atassi, Oui, pimenté, oui, oui, là. oui. Ce riz-là, c'est un bon riz. Hein, Ah bon? parce que c'est une cuisson al dente. OK. Effectivement, si tu y mets beaucoup d'eau et puis tu mets le feu, là, rapidement, tu fais la bouillie, quoi. Très bien. Et tu prends ce riz que tu prépares avec... mais quand il y a déjà... Parce qu'ils ont déjà consommé du coquillette. Mhm. Donc, comme on a du riz, Oui. alors on fait sauce légumes D'accord. pour les enfants. Cette sauce légumes, c'est très simple. Il faut qu'on ait tomate, oignon, on prépare ça en purée, comme on fait la sauce tomate. Oui. Maintenant, la dernière minute, Oui. on coupe concombre, un peu de concombre, un peu d'haricots verts, le long Oui. là. Oui. Et maintenant, on met un peu du poivron rouge dedans. Ah, Dans la d'accord. sauce. Mais la sauce, il faut qu'il y ait un peu du poisson bar. Parce que ce genre de choses-là, il faut du poisson bar. Ah bon? Le poisson qu'on appelle can. Quand? Oui, 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 Hein? oui. Le vrai bar. Voilà. On peut frire ça comme c'est les enfants, on peut frire. Oui. Et on lit ça dans la sauce, on laisse ça au feu. Et c'est un peu épais. Et ça accompagne bien le riz. OK. On peut manger ça à Et foison. qu'en est-il des viandes? Oui, les viandes, Oui. je propose la dinde, D'accord. la pintade OK. et la poule. Dinde, pintade et poule. Et poule. OK. Mais la dinde est très bonne pour les enfants D'accord. pendant les fêtes, une fois en passant, OK. ou bien la pintade. OK. Et on frit comme c'est les enfants, passons à cuisson à la friture OK. et on saupoudre ça un peu de curcuma et ils vont manger. Donc finalement, le curcuma, ça doit être notre allié pour ces fêtes-ci, hein? Bien sûr, parce que c'est un anti-inflammatoire. Nous sommes en Ok. inflammation. Ok. Pendant les fêtes, tout le monde est en inflammation. D'accord. Et vous mettez le Toujours saupoudré avec un peu de... dans tous les repas. Dans tous les repas. Vous avez à l'entrée, on a eu le curcuma. Bien sûr. À la résistance, on a également eu le curcuma. Et au dessert? Au dessert aussi curcuma. Parce que c'est du chocolat fondu aux fraises pour les enfants. D'accord, OK. Ah oui, ça au moins les enfants vont aimer. Au moins vous parlez maintenant On ne bien. risque pas d'en prendre un peu trop là où trop de curcuma ne fait pas de mal à Non, pas du merci tout. pour la question. Non, parce D'accord. qu'il faut viser l'inflammation. D'accord. Parce que tu manges en inflammation, il faut prévoir anti-inflammation en même temps. Et c'est parce qu'on est en période de fête hein, que vous parlez du curcuma ou ordinairement... Ça doit être notre allié. Ça doit être, parce que vous voyez, on est toujours en inflammation. Il faut toujours saupoudrer de curcuma
pour prévenir. D'accord. Parce qu'en mangeant, il faut prévenir. Il ne faut pas manger comme les autres. Quand tu as 60 ans, 40 ans, 50 ans, tel que vous êtes très souriante, rayonnante à l'écran, il faut qu'on vous voit toujours comme ça à 60, 70, 80. C'est le curcuma qui joue le rôle. Observez bien les orientaux. Et quand ils veulent doter, ils mettent du curcuma dans la dot. Mais ici, quand nous on veut doter, on met des boissons dedans. Patrick Zivoedo, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Mais tout ce menu que vous exposez là, ça nous permet d'éviter les problèmes de santé. Très bien. Surtout nos enfants. D'accord. Parce que les enfants, pendant les fêtes, ils s'oublient. Oui. Il y a des jus colorants qu'on prend. Parlons de ça, les sodas et autres. Je vous en on prie. peut... Non. Je ne souhaite pas. Vous préférez les jus? Pas de soda. Je préfère qu'on prenne des fruits. Des jus de fruits? Des jus de fruits, on leur donne, c'est mieux. Mais pourquoi vous interdisez le soda? Mais c'est des colorants, c'est des additifs. C'est inflammatoire. Oui. Aujourd'hui, maintenant, on a des statistiques qui montrent que les jeunes filles, à certains âges, ont des problèmes de myome, de kyste, de fibrome. 22 ans, 23 ans. C'est également lié à ça. Mais c'est ça. C'est les aliments conserves, les aliments préparés, on met des additifs dedans. Ultra transformés. Oui, vous voyez des jeunes filles, elles sortent pendant la récréation, on ouvre les aliments en boîte, on met du pain dedans, même pas piment, on ne trouve pas piment dedans et directement on mange. Alors, mais après, papa, j'ai des coliques. J'ai des indigestions. Ouais. La revue de presse, c'est dans un instant avec Marcel Arossi qui s'impatiente déjà là-bas. J'aime mon réalisateur qui me fait sourire. Là, il est intéressé. Il dit ceci, il dit, mais le docteur dit depuis inflammatoire, là, c'est quoi? Donc, il veut comprendre. Il veut comprendre ce que vous mettez dans les inflammatoires. Il y a le feu. Donc, ce que tu manges, il y a du feu dedans, ça peut brûler tes organes, ça peut rendre indisponible tes organes. D'accord. Vous voyez, souvent, on nous prescrit, le médecin nous prescrit des médicaments. Oui. Quand vous lisez, c'est des médicaments anti-inflammatoires. Oui. Qu'est-ce qui a causé l'inflammation? Il y a le stress d'alimentation. Bon, exemple, j'ai dit, je veux manger du moyo. Oui. Mais tu sors, tu prends moyo, on te donne tomate en boîte, à peine tomate fraîche. Le piment qu'on te donne, il y a du cube dedans. Akassa que tu prends, c'est un mélange de akpan et d'autres éléments qu'on te fait. Et on met du sel dedans, on met du cube dedans. Tu vois, tout ça c'est inflammatoire. Et dans tout ça, il n'y a pas de fibres, il n'y a pas de fruits. Donc tout ça c'est le feu. C'est le feu. Donc ça veut dire, docteur, on mange tout le temps le feu. Du zoréré. Il faut qu'on atténue par les anti-inflammatoires. Un peu comme le curcuma. J'espère que tu as compris maintenant. Donc finalement, ce que moi je comprends, on ne peut pas se passer de ce type d'alimentation, mais on peut essayer d'atténuer les risques en utilisant d'autres produits. Très bien. Ok, un peu comme le curcuma. Le curcuma. Il y a beaucoup d'épices. Hein. D'accord. Le curcuma, c'est parce que lui... C'est une épice à avoir le gingembre peut jouer le rôle du curcuma parce que beaucoup n'ont pas le... Certains ne connaissent même pas le curcuma, ça me fait un peu mal. On aurait pu mettre l'image de ça. Beaucoup ne connaissent pas le curcuma, mais beaucoup connaissent le gingembre. Est-ce que c'est la même famille? Ça peut jouer le même rôle? Non, ça ne peut pas jouer le même rôle. D'accord. Parce que le gingembre a un index glycémique élevé aussi. Donc, et lui, il provoque des problèmes de gaz. Bien sûr. Quand tu prends, il y a des gens qui font jus de gingembre avec ananas, c'est dangereux. Oui, on ne mélange pas gingembre et ananas. Gingembre, non. Mais moi, franchement, vous savez, docteur, excusez-moi, j'en ai ras-le-bol parfois. Il y a tellement de choses qu'on voit, c'est pour ça que... Il faudra programmer. Non, franchement, il faut qu'on revienne là-dessus. Les salades de fruits, c'est une bombe. Je sais qu'il y a un nutritionniste qui m'avait dit ça aussi, qu'on mélange tous les fruits. On va y revenir, franchement. Je pense qu'un autre numéro de l'instant santé va se consacrer à ça, bien sûr. Pour, franchement, on va dire quoi, faire le tri entre le vrai et le faux. Parce qu'il y a tellement de choses qui pullulent. Et au nom d'une certaine forme imposée par la société, on va dans tous les sens. On fait pas mal de conneries, j'ai envie de dire. Merci, heureuse, ce sera tout. Effectivement. La revue de presse. Ah oui, c'est la revue de presse. Voilà, sinon il faut qu'on y aille. Merci, docteur. Merci. Vous reviendrez, n'est-ce pas? Par la grâce de Dieu. Impatiente déjà. Merci. Et joyeuses fêtes de fin d'année à vous. Voici la revue de presse.
Bonjour Marcel. Rachidette, bonjour. Bonjour à tous. Alors j'imagine que le discours sur l'état de la nation du chef de l'État a fait le chou gras de nos quotidiens. Vous y étiez d'ailleurs. Alors dites-nous tout. Sinon que c'est l'essentiel, sinon que c'est le seul sujet à la une de tous les quotidiens, de l'ensemble des quotidiens parus et parvenus à notre rédaction ce 24 décembre 2025. La presse aujourd'hui raconte un moment rare de la vie politique béninoise. Patrice Talon qui se confie à l'histoire dans l'hémicycle hier, la voix qui semble trembler, le ton qui s'est fait aussi grave. Le président de la République dit au revoir, mais pas un adieu brutal, mais une prochaine séparation assumé. Il est difficile de se quitter quand on s'aime à lâcher le président. La nation quotidien de service public souligne ce n'est plus le technocrate, mais plutôt l'homme que nous avons retrouvé hier au Parlement. Un chef d'État qui assume la fin et qui revendique l'alternance, qui choisit aussi de partir en laissant derrière lui l'image d'un pouvoir qui se transmet sans heurte pour la nation. Ce discours n'est pas un bilan, c'est un acte politique fort, une leçon démocratique, un message laissé en héritage. Bénin Intelligent, de son côté, parle d'un chef-d'œuvre de communication politique. Il voit dans ce message l'acte de naissance d'un Bénin déception. Patrice Talon n'y dresse pas des tableaux chiffrés, constate le journal. Il façonne plutôt un récit, installe une vision et redéfinit le leadership. Le jeu s'est effacé au profit du nous. Le peuple devient donc acteur, la nation qui devient le sujet. Bénin Intelligent insiste, ce discours arrive après l'épreuve, après la tentative de déstabilisation du 7 décembre, et c'est justement là que le message frappe fort. Résilience, souveraineté, démocratie assumée, une démocratie béninoise pensée par les Béninois et pour les Béninois. Mais le journal n'élude pas les zones d'ombre. Peur, crispation, attente de réconciliation, le débat reste ouvert. La presse du jour amplifie l'appel à la confiance. Talon y pose des questions simples, presque essentielles. Le Bénin a-t-il vraiment trouvé sa voie? Peut-il avancer sans complexe, sans dépendance, sans honte? Point d'interrogation. Et le président répond sans détour, sans hésiter. Oui, oui, le pays a changé, oui, l'état d'esprit a muté, oui, les sacrifices ont porté leurs fruits. Le journal retient surtout cet appel lancé aux générations futures, ne pas craindre l'avenir, croire au Bénin, croire au progrès, croire à l'âme du pays qui veille. Fraternité, enfin, va célébrer. Ensemble, nous avons accompli de grandes choses, titre Le Quotidien. Il met en avant la fierté d'un homme qui estime avoir sévi sans compromission. Hommage au Parlement, reconnaissance aux institutions et conviction profonde que la dynamique enclenchée survivra aux hommes. Pour fraternité, ce dernier message n'est pas une fin, mais un passage de témoin, tout simplement. Merci Marcel Arrossi. C'est moi. Le meilleur reste à venir. C'est ce qu'on retient, n'est-ce pas? Tout à fait, il faut y croire. Et le meilleur, c'est déjà aujourd'hui. Pourquoi pas? Demain, c'est déjà aujourd'hui. Pourquoi pas? D'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Je suis entièrement d'accord. Merci Marcel Arrossi. On se retrouve demain, chers amis téléspectateurs. C'est la fin de Bonjour le Bénin de ce jour. Prenez bien soin de vous. Joyeuse Noël à toutes et à tous et retrouvez-nous demain pour une émission très festive. On va prendre soin les uns des autres comme d'habitude. Allez, à demain.